J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, là c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Haché, vous écoutez 70 minutes avec. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après des semaines et des mois même de pure politique, on se retrouve cette semaine avec un sujet qui est vraiment du 70 minutes avec pur jus, puisqu'on va parler de neurodiversité avec mon invité. On avait déjà parlé de choses comme l'autisme, les troubles du comportement alimentaire ou la schizophrénie, et aujourd'hui on va s'intéresser à un trouble qui est nettement moins connu je pense, le trouble de la personnalité borderline. Il y a une traduction en français, mais je pense que personne ne l'utilise. Trouble de la personnalité limite, j'ai jamais entendu ça. C'était super intéressant, vous allez voir que, comme souvent, le début est assez scolaire, on revient sur les définitions, sur les symptômes du trouble, et puis on se dirige petit à petit vers des questions de plus en plus méta sur les enjeux de la neurodiversité. Et à ce propos, on utilise souvent, à travers cet entretien, l'abréviation de TDAH. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle aussi d'autisme, et pour ça je vous renvoie aux super épisodes qu'on avait fait avec Julie Dachet ou avec Marco Di Tuca. Dernière chose, on parle pas mal de médicaments, de diagnostics, de symptômes, de neurologie, toutes ces choses qui ont donné forme au périple que Fio a mené depuis son diagnostic. Mais voilà, je vous rappelle tout de même que ni elle ni moi ne sommes médecins, que ce podcast ne fait pas office de conseil médical, et que si vous estimez que vous en avez besoin, il faut surtout pas hésiter à consulter un médecin, enfin, si tant est qu'il ou elle soit formé sur ces enjeux, vous allez voir, on parle de tout ça. Bonne écoute! J'ai aujourd'hui le plaisir d'être avec Fiona Gestin. Salut Fio! Salut! On va parler aujourd'hui avec toi du trouble de la personnalité borderline. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie? Yes, déjà merci beaucoup de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être là, donc merci pour ça. Donc du coup, actuellement j'ai 29 ans et On a le même âge? Oui. Et j'ai été diagnostiquée en effet l'an passé du trouble de la personnalité borderline. Et le trouble, en fait, est arrivé de façon très subite dans ma vie lorsque j'avais 18 ans. Donc, contrairement à d'autres personnes où c'est arrivé au fur et à mesure, eh bien, moi, pour ma part, du jour au lendemain, lorsque j'avais 18 ans, j'ai commencé à avoir de nombreux symptômes et c'était très fort. Donc, je peux peut-être énumérer directement un peu les symptômes que j'ai vécus. Ouais, mais donc dans ton expérience personnelle, quoi. Donc, tu as dit vraiment du jour au lendemain c'est ça, ouais. À 18 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Donc, en fait, pour mettre un petit peu de contexte, je suis française et j'ai vécu en France, en Belgique, puis au Brésil. D'accord. Et pendant que j'étais au Brésil, j'ai été en couple avec quelqu'un et ensuite on a décidé de faire une relation à distance. Et puis ensuite on a décidé qu'il vienne faire ses études en Belgique pour moi, pour me retrouver. Et en fait, quand il est arrivé, je me suis sentie complètement bloquée et coincée par ce choix-là, avec une pensée intrusive de l'ordre de comment faire si un jour je veux rompre, je ne peux pas, je suis prise au piège parce qu'il est venu pour moi, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et cette pensée intrusive est vraiment... Elle est relativement lucide, cette pensée. Oui, elle est tout à fait lucide, sauf qu'elle m'a, au même titre qu'un TOC, je pense que c'était vraiment de l'ordre du TOC, elle était en permanence dans ma tête. Et en fait, j'ai switché en quelques jours. Donc, il est arrivé en juin, il y a un peu plus de 10 ans du coup. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à ressentir de la colère, j'ai commencé à l'idéaliser et puis ensuite à le dévaloriser. On va en reparler, ouais. Et plein de choses, et vraiment tout s'est passé en fait comme ça, quoi. Je m'y attendais pas du tout, je me sentais pas concernée. Pensée relativement lucide, mais plutôt que de voir ça comme un problème qui te reste dans un coin de l'esprit, peut-être à régler, voir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. Ça, c'était non-stop, en boucle. Ouais, il faut que je réponde maintenant à cette question. Ouais. Est-ce que j'ai envie de rompre avec lui ou pas? Est-ce que j'aurais envie de rompre avec lui un jour ou pas? Parce que si oui, un jour, il faut que j'arrête tout de suite, quoi. Pour pas lui faire du mal, il est venu pour moi. Et c'était sans cesse, c'était en boucle dans ma tête et c'était insupportable, quoi. Mais du coup, il faut que tu me le dises.
Est-ce que t'as rompu avec lui après 2 jours ou... J'ai rompu avec lui, c'était horrible après 3 semaines. Ok, Et ça va, t'as tenu 3 semaines. Oui. Et en plus, Tout est je l'ai relatif. trompé juste avant de rompre parce que au moins la tromperie, c'était quelque chose de définitif. On pouvait pas revenir en arrière. C'était quelque chose de, enfin, avec mes valeurs en tout cas, c'était un non négociable. Et du Là, coup, comment tu parles de valeur en disant que tu l'as trompé. c'était tellement pas en adéquation avec mes valeurs que du coup, on ne pouvait pas revenir en arrière. Il n'y avait plus de doute. Et je me suis dit que tout allait bien se passer après avoir rompu. Et en fait, ça a été que le début de la descente aux enfers, honnêtement. Qu'est-ce que tu veux dire par la descente aux enfers? Du coup, donc les symptômes ont été de plus en plus présents pendant que j'étais encore avec lui pendant ce mois de juin. Et j'ai rompu et je me suis dit, maintenant c'est bon, c'était juste ça et je vais revenir à la normale. Sauf qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ah oui. T'as pas arrêté d'être borderline après? Oui, voilà, c'est quitté. exactement ça. Ouais. Les symptômes, ils se sont développés et en fait, je me suis rendu compte, mais je le savais pas à l'époque, je l'avais pas conscientisé, que j'avais une gigantesque dépendance affective. Et donc, en fait, soit j'étais seule, donc célibataire, mais du coup, j'avais, genre, cette dépendance affective me rongeait, je me sentais profondément seule. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je traquais les hommes, on peut dire, pour être en couple avec quelqu'un. Et en fait, c'était rebelote. À chaque fois que je me remettais en couple, je me reposais des questions. J'étais clairement concernée par le toc du couple aussi, en me demandant si l'autre personne est le bon choix, si je devrais pas plutôt être avec quelqu'un d'autre, etc. Et donc, finalement, je rompais et rebelote. Ok, et quand tu dis tu traquais les hommes, c'était vraiment en mode la chasse, quoi. Non, j'exagère quand même, mais je faisais ma liste de courses, quoi. Je regardais la personne et je me disais, à la Tinder, quoi. Je me disais, est-ce que cette personne pourrait me convenir? Il y a ça qui va bien, il y a ça qui va bien. Allez hop, on essaye. Ouais, donc. Et voilà, quoi. Donc, de nouveau, une pensée quand même une petite fixation là-dessus, quoi. Ouais, de ouf, ouais, non, c'était vraiment. Une grosse fixation. Ouais. Ah ouais, non, énormément, ouais. C'était ma vie, était en fonction, enfin, même mes années, comment je les définis, c'est en fonction d'avec qui j'ai été, quoi. 2014, c'est telle personne, 2015, telle personne, enfin, c'est défini en fonction des. Dans le passé, hein, plus maintenant, mais en fonction des relations amoureuses que j'ai pu avoir, ouais. Ok. Et donc, dans ce que tu viens de dire, les symptômes, on a donc ce que tu disais par rapport à l'attachement et puis la diabolisation presque. Dévalorisation. Ouais, dévalorisation complète de l'autre personne. Ouais. La pensée très... limite l'obsession, quoi. Ouais. Très obsessionnelle, ouais, tout à fait. Un autre truc que j'ai manqué dans ce que tu viens d'évoquer? Oui, il y en avait beaucoup de symptômes. Donc déjà, c'était vraiment un style d'attachement qui était très désorganisé, en fait. Ça veut dire que, du coup, au début, je veux fusionner avec la personne. Donc là, il y a vraiment fusionnel. Le côté fusionnel. Okay, ouais. Et puis, dès que finalement, on fusionne, là, finalement, j'en veux pas. Je rejette. Je me sens en insécurité. Et du coup, c'est moi qui rejette. Donc, c'est vraiment très spécifique du style d'attachement désorganisé. Et sinon, en fait, j'ai vraiment été concernée par les 9 symptômes du trouble borderline. Donc, il y avait cette peur de l'abandon, mais extrême. Donc, quitte à aller jusqu'au point d'anticiper l'abandon et d'abandonner avant d'être abandonné pour être tranquille. Il y avait des changements d'humeur ultimes. Donc, il peut vraiment y avoir le fait de me sentir hyper de bonne humeur le matin. Et puis, juste parce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose et que je me sens inconsidérée, par exemple, je peux me transformer complètement et là, devenir un monstre qui pense vraiment des bêtises de moi-même et des autres. Un monstre, c'est sévère quand même. Ah ouais, non, mais c'est vraiment en mode genre je ne mérite pas d'exister, pourquoi est-ce que j'existe? Tu te percevais comme tel. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu juges pas maintenant, à l'époque, tu parles de comment tu te percevais à l'époque. Ouais, c'est ça. Okay. C'était vraiment une émotion de désespoir en fait, qui était très présente de ma vie ne mérite pas d'être vécue, je ne mérite pas d'exister. Les autres aussi d'ailleurs sont nuls. Ils ne méritent pas d'exister. Non, pas à ce point-là. Mais c'était quand même très fort en fait, très intense. C'est ça qu'on retrouve d'ailleurs dans le trouble borderline, c'est vraiment majoritairement beaucoup d'instabilité, quoi. Et d'intensité, ouais. Et beaucoup d'intensité, ouais, c'est ça, quoi. Ouais, et tu disais mérite pas d'exister, est-ce que ça allait jusqu'à des idées suicidaires, des choses comme ça? Alors du coup, ouais, ça allait clairement jusqu'à des idées suicidaires, même si je n'ai jamais passé le pas, bien qu'on rappelle que 80% des gens qui ont le trouble borderline, qui souffrent de ce trouble, tentent de se suicider. C'est énorme, c'est entre 70 et 80%, donc c'est gigantesque. Et 10% en effet décèdent alors qu'ils souffrent du trouble, donc c'est vraiment des chiffres catastrophiques. Pour ma part, paradoxalement, c'est très étrange ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu très très peur de la mort depuis toute petite. Et j'ai pu analyser en fait que pourquoi est-ce que j'avais autant peur de la mort. C'est parce que je voyais la mort, ou plutôt l'après-mort, comme un abandon.
je suis morte, donc je ne suis plus avec les autres, je suis abandonnée, je suis seule pour toujours. Donc il y avait déjà en fait cette peur ultime de l'abandon et de la solitude. Du coup, j'avais extrêmement peur de ce qui allait se passer après la mort, et c'est paradoxalement cela qui m'a tenue en vie, puisque cela m'a empêchée de commettre un suicide, parce que j'avais de toute façon beaucoup trop peur de ce qui allait se passer après. Mais par contre, j'ai été en effet concernée par beaucoup d'automutilations. Donc voilà, je me suis plus d'une fois automutilée il y a de nombreuses années, pour plusieurs raisons. La première, c'était parce qu'honnêtement, mes émotions étaient tellement insupportables que du coup, le fait de se concentrer sur une douleur physique permettait du coup de diminuer à court terme la douleur mentale. Mais c'était aussi pour me punir d'exister, pour me punir d'avoir trompé, par exemple, mon copain de l'époque, ou pour me punir pour mes actes. Et enfin, c'était aussi, dans une certaine mesure, pour me victimiser. Donc pour qu'en fait, la marque ensuite soit visible et qu'on s'inquiète pour moi et qu'on me rassure. Donc il y avait un besoin de validation émotionnelle. Fascinant, parce qu'à mon avis, il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui tout d'un coup comprennent pas mal de choses sur des personnes qu'ils ont pu rencontrer par le passé, y compris moi. Mais donc, automutilation, pensée suicidaire, qui était donc en partie due à des idées très fortes, très intenses les émotions dont on parle là. Et puis en plus de ça, le truc de mais je suis pas comme il faut, je suis un peu un monstre, qu'est-ce qui va pas avec moi, je devrais pas, tellement pas normal que je devrais pas exister, quoi. Il y a un petit peu tous ces trucs là qui se mélangent là, quoi. La culpabilité de mais pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe, et je me suis beaucoup demandé, est-ce que je suis pas une manipulatrice, une perverse narcissique. J'ai ce besoin comme ça de désirer. Je sentais bien, je voyais bien que c'était hyper important pour moi de me sentir désirable, mais ensuite une fois que je voyais que la personne, je lui plaisais, là j'en voulais plus, donc je rejetais. Enfin, c'était ignoble, et je conscientisais que j'avais ces comportements, mais que c'était plus fort que moi. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de t'es qu'une connasse, quoi, Fio. C'est horrible ce que tu fais aux autres, quoi. Et donc, tu ne devrais peut-être même plus parler aux gens pour leur propre bien-être, quoi. Donc, quand tu dis ça, forcément, ça me fait penser, ça fait écho à ce que moi, je connais de plutôt l'autisme, où là, il y a aussi pas mal de suicides. Je crois qu'on a 7 fois plus de chances de se suicider de faire une tentative de suicide quand on est autiste par rapport au neurotypique. Mais là, c'est plutôt vraiment dû au stigma et au fait qu'on on se sent pas comme il faut, bizarre et cassé, je dirais même. Donc ça se rejoint un peu et en même temps c'est aussi assez différent. Je pense que on n'arrive pas aux chiffres dont tu parlais vis-à-vis des tentatives de suicide. Quoi d'autre comme trait, tu disais il y en a 9? Ouais. Donc là, on a déjà dit qu'il y avait la peur de l'abandon, les changements d'humeur, la tendance à idéaliser et dévaloriser l'autre. On a aussi parlé de l'automutilation et ou des envies suicidaires. L'impulsivité, un peu dans ce que tu as dit aussi. L'impulsivité, oui, tout à fait. Donc le fait de, un peu comme on retrouve d'ailleurs dans le TDAH, le fait de vouloir suivre ses pulsions pour se sentir vivre, en fait. Parce que si on n'est pas impulsif, on va passer par un autre symptôme qui est un peu l'inverse, c'est la sensation de vide. Donc il peut vraiment y avoir cette sensation de ne rien ressentir, de se sentir complètement vide, d'avoir l'impression de ne pas vraiment exister. Et du coup, on va alors faire des actions impulsives, donc typiquement remplies d'adrénaline et ou de dopamine, pour ressentir à nouveau des choses, parce que c'est ça l'avantage qu'on a quand on souffre d'un trouble borderline, c'est qu'on n'a pas besoin de drogue pour ressentir des choses très fortes. Parfois, je peux me sentir hyper incroyable et franchement hyper puissante et surhumaine, juste parce que je suis en up, quoi. Et ça fait partie du coup du symptôme suivant, qui est vraiment, autant je parlais d'idéalisation, dévalorisation de l'autre, ça peut être aussi de soi, quoi. Donc je peux passer de je suis incroyable, je fais des choses sublimes, à comme je disais, je ne mérite pas de vivre, je suis un monstre, pourquoi est-ce que j'entreprends tout ça, quoi. Et c'est cette dualité, j'allais dire bipolarité, mais justement parce que il y a pas mal de personnes qui, je pense, vont un peu mélanger ce que tu viens de décrire avec le trouble bipolaire, en se disant il y a des moments où j'ai envie de mourir et d'autres moments où je me sens génial, je dois être bipolaire. Ouais. Mais néanmoins, il y a des grandes différences avec le trouble bipolaire. La première, déjà, c'est que dans la plupart des personnes qui souffrent du trouble bipolaire, c'est des phases qui vont durer plus longtemps, avec des phases du coup de dépression qui vont durer vraiment plusieurs semaines en général, voire plusieurs mois, avec de l'autre côté des phases de manie ou d'hypomanie, mais où en gros on est en hype, mais comme je le disais, qui vont durer plus longtemps.
Et le seul cas de figure où c'est plus court dans le trouble bipolaire, c'est la cyclothymie, où là, en effet, c'est beaucoup plus court comme dans le trouble borderline. Mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est que la cyclothymie, c'est quelque chose de l'ordre de la chimie, qui fait qu'on va avoir ces changements d'humeur, alors que dans le trouble borderline, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va changer d'humeur. Donc, soit quelque chose de l'ordre de l'extérieur, d'un événement extérieur qui s'est produit, qui va faire que, comme je disais, je suis hyper bien, et puis là, il y a quelqu'un qui me coupe la parole, et je commence à partir dans des pensées intrusives de l'ordre de « Ok, cette personne-là, elle ne m'aime pas, et d'ailleurs, personne ne m'aime, et d'ailleurs, moi non plus, je m'aime pas, et d'ailleurs, je ne devrais pas exister. » Sauf que ces pensées-là, elles s'enchaînent en quelques secondes, et il y a une hyper-réactivité émotionnelle extrêmement forte. Donc, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et donc, il y a cet événement extérieur ou ces pensées intrusives et qui vont faire qu'on switch dans le trouble borderline. Donc, quand ton cerveau va parcourir un petit, je sais pas, un chemin neuronal qui va toucher aux émotions, qui va toucher à des ressentis forts, ça va aller très vite, ça va s'accélérer à fond. Ouais. Alors que côté bipolaire, ça va plutôt être un petit bug chimique quelque part qui va faire qu'on va arriver sur ce terrain-là. Ouais. Je sais pas quelles sont les hormones qui sont concernées pour le trouble bipolaire, mais je sais que pour le trouble borderline, en fait, c'est vraiment au niveau de l'amygdale, qui est une partie dans le cerveau. Toujours elle. Oui, toujours elle, qui va donc être hyper activée émotionnelle. Enfin, il va y avoir une hyperactivation et en plus, après, il va y avoir une difficulté à redescendre. Donc, ça va aller très, très vite, très, très fort et plus longtemps, quoi. Donc, quelqu'un de classique qui ne serait pas concerné par le trouble, ça va prendre un petit peu et puis ça va redescendre tranquillement. Alors que pour ma part, ça m'est déjà arrivé de mettre 5 heures à redescendre où je suis en mode hyper toute tremblante et c'est vraiment difficile de me calmer, quoi. Donc ça c'est nouveau les émotions très intenses. Ouais. D'autres traits qui te viennent. Oui. Je pense qu'on m'a parlé de paranoïa aussi. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est le symptôme qui est le plus grave dans le sens où on dit souvent qu'il est présent dans des cas de stress intense. Et on met ensemble d'ailleurs la paranoïa et la dissociation, ce qui n'est pas logique parce que ce sont deux symptômes complètement différents par lesquels j'ai pu également être concernée. Ouais, t'as des exemples de situations où t'étais un peu trop paranoïaque? Donc paranoïaque, moi, ce serait typiquement quand il y a quelque chose qui est anormal, qui est un peu bizarre. J'en sais rien, je suis au stand-up. Là, j'étais à un spectacle de stand-up samedi. Et le gars fait son spectacle et c'est un peu atypique. La manière dont il joue est un peu bizarre. Okay. Et en fait, je commence à me dire qu'il y a un truc qui cloche et je commence à me dire, est-ce que je suis dans la vraie vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce que les gens sont pas contre moi? Est-ce que je suis pas dans la Matrix? Mais d'où ce que tu disais sur le parallèle avec la dissociation alors Alors du coup, la dissociation, là, c'est encore différent. Ouais, mais parce que tu disais, est-ce que je suis dans la vraie vie, quoi, tu vois? Enfin, il y a un côté, tu te demandes si ta perception de la réalité est la bonne. Ouais. Oui, c'est là, oui, peut-être oui, en effet, le rapprochement qu'il y aurait les deux, c'est qu'on se rapproche un peu plus du côté psychose, en fait. Quand je suis concernée par la paranoïa, enfin quand je l'étais, je sais néanmoins quand même que je paranoïe. J'en suis consciente. Okay. Donc c'est pas la psychose comme on pourrait en retrouver potentiellement dans la schizophrénie par exemple. Là, voilà, je suis au supermarché, je vois des gens qui me regardent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive à conscientiser que Fio, t'es fatigué, il faut juste que tu rentres chez toi et que tu dormes et tu sais que ça va passer dans 20 minutes et tu sais que tout va bien. Donc là c'est où okay. Une personne schizophrène qui est vraiment en train de perdre contact avec la réalité n'a pas forcément ce réflexe-là, elle n'est pas forcément consciente du fait qu'elle est en train de exactement, c'est ça. Délirer. Ouais. Et dans la dissociation, du coup, donc là c'est le principe, donc on a plusieurs sortes de dissociation, mais on parle surtout de dépersonnalisation et de déréalisation, qui sont deux formes de dissociation, où du coup, en fait, il y a un moment, donc dans le trouble borderline, là ça va être, je vais peut-être un peu plus parler du côté neurologique. Je t'en prie. Avec du coup la fenêtre de tolérance et avec les différentes branches du système nerveux. Donc quand l'être humain se sent relativement en sécurité, on dit qu'il est dans son système nerveux parasympathique ventral et que donc du coup il se sent en sécurité et du coup il est plus enclin à pouvoir parler aux autres et se sentir bien avec les gens. Et puis les choses vont faire que peut-être à cause d'un événement extérieur, il va être ce qu'on appelle être activé au niveau du système nerveux sympathique. Et là, du coup, il va y avoir une sécrétion de certaines hormones comme l'adrénaline, le cortisol et la noradrénaline. Et c'est dans ces moments-là qu'on parle de certaines réponses traumatiques comme, tu as peut-être déjà entendu parler du fight or flight. Bien sûr, oui. Fuite et combat. Ou freeze, voilà. Ça. Et donc, dans le sympathique, là, on va avoir tendance soit à se mettre en colère, soit à fuir. Et puis, si en effet, à un moment, c'est trop fort,
il va y avoir la sécrétion d'une autre hormone qui est l'endorphine. Et là, cette fois-ci, on va, comme tu dis si bien, freeze. Donc, on va se retrouver en état de dissociation. Il y a d'ailleurs une autre réponse traumatique qui est moins connue, qui s'appelle aussi le phoning. En gros, c'est le principe du people pleasing, où on va complètement s'adapter à l'autre pour plaire, pour être sûr de ne pas avoir de conflit avec cette personne. Mais si on en revient du coup à la dissociation, on va donc avoir tendance à vraiment se protéger en fait de l'environnement qu'on considère comme insécurisant. Et donc, dans la déréalisation, on va avoir tendance à voir l'environnement comme un peu flou comme ça, un peu en mode brouillard. On a l'impression de le voir un peu au travers d'une caméra. Et si on parle de dépersonnalisation, là, c'est plutôt de se sentir pas très connecté à son corps pour en fait se protéger de cet environnement qu'on valorise, enfin qu'on sent comme insécurisant, quoi. Pas très connecté à son corps, donc quoi, ça va jusqu'à se voir comme une autre personne ou de se voir de l'extérieur ou comment est-ce que toi tu l'as vécu ça? Ouais, alors donc moi la dissociation c'est mon symptôme le plus fort justement. Encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, ouais. Même si c'est déjà beaucoup moins fort qu'avant, mais ça diminue petit à petit, ça prend beaucoup de temps d'en sortir. Donc il y a en effet la dépersonnalisation, on peut se sentir en dehors de son corps. Donc ça, moi ça m'est arrivé une seule fois. Au moment où le trouble borderline s'est manifesté à 18 ans, où vraiment je me suis vue quoi, en train d'engueuler mon copain de l'époque et lui jeter des carottes à la gueule. Super histoire. Et il y a la déréalisation où en effet, même encore aujourd'hui, même ça commence à aller mieux, quand je me regarde dans le miroir ou quand je regarde mes mains, c'est pas que je vois quelqu'un d'autre, c'est que je n'arrive pas à sentir que c'est moi, quoi. Et pareil, quand je regarde mes proches, je n'arrive pas à sentir que c'est eux. Je sais que c'est eux parce que, de nouveau, je ne suis pas concernée par des problèmes de psychose. Donc, je sais consciemment que ce sont eux. Je sais que je suis moi. Mais en termes de sensation, je ne me sens pas, quoi. Ok, t'arrives à rationaliser le truc, à te rappeler que c'est eux. Oui. Mais tu dois te le rappeler, quoi. Parce que si tu te fies juste à tes instincts, à tes sensations, à tes sens, c'est peut-être pas eux, quoi. Et c'est très désagréable, surtout comme sensation. J'ai juste envie de revenir sur ce que je disais, parce qu'on parlait de la différence avec les personnes schizophrènes en disant qu'elles n'étaient pas forcément en mesure de réaliser qu'elles sont en plein délire. Elles peuvent être en situation où elles le réalisent pas, mais elles peuvent aussi être en situation où elles le réalisent. Je pense que les personnes qui entendent des voix peuvent capter que les voix sont pas vraiment là. Oui, tout à fait. Je voulais juste nuancer ça un petit peu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les gens qui ont le trouble schizophrène n'entendent pas forcément des voix, quoi. Bien sûr, c'est quelque chose à nuancer. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Un politicien en particulier qui employait beaucoup cette expression et je l'ai corrigé en live. C'est les gens qui pensent que ça veut dire avoir deux personnalités, en fait, deux personnes dans une même tête. Ce n'est pas du tout ça. Oui, c'est ça. Et là, dans ce cas-là, ce serait d'ailleurs plutôt le trouble dissociatif de l'identité. Exactement. Où en effet, on a les différents alters, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça existe aussi. Mais tiens, d'ailleurs, justement, un autre symptôme que j'ai noté, changement d'identité. Oui. Du coup, ça, le changement d'identité, c'est vraiment plutôt par rapport à la perception de soi, quoi. Okay. Donc, ça peut être vraiment que un jour, je me dis que je suis super bien dans ma vie et que c'est exactement ce qu'il me faut. Et puis, quelques heures plus tard, je vais remettre tout en question en me disant mais pourquoi j'habite ici? Pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je sors avec cette personne? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Ça ne me correspond pas du tout, quoi. Est-ce que tu pourrais être genre révolutionnaire communiste le matin et puis le soir devenir super facho ou Je pense pas que ça aille jusque-là quand même. Mais ça peut quand même vraiment, vraiment changer, quoi. Ok, ça va. Peut-être pas jusque-là. Ok, est-ce qu'on a fait le tour des symptômes du coup? Oui, je crois. Il y a la colère aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais donc il y a en effet des excès de colère. Ok, quand tu jettes des carottes sur les gens voilà. parce que tu les as trompés par exemple. Quoi? Quand tu jettes des carottes sur les gens parce que tu les as trompés par exemple. Voilà, c'était avant. Ah, ça va alors. Mais ouais, ça peut être vraiment... En fait, quand on se sent... Moi, en l'occurrence, c'est par rapport à l'inconsidération. Si je me sens inconsidérée, il y a vraiment un switch dans ma tête. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais ça va être vraiment... je me transforme, en fait. J'ai vraiment l'impression de me transformer. C'est un switch. Et là, je pète un câble et ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de self-control pour réussir à garder mon calme et ne pas dire... j'ai déjà dit des trucs, mais ignobles, quoi. Heureusement, j'ai évolué depuis, mais ouais, ça peut être... Des trucs que tu pensais vraiment ou bien des trucs où t'avais juste envie de blesser l'autre personne et t'as dit des choses que tu pensais pas? Ah non, c'est ça le pire, c'est que sur le moment même, je le pense vraiment, ouais. Je le pense, mais, ouais. Et avant et après, tu le pensais pas? Oui, c'est ça, ouais. Donc, sur le coup, par exemple, j'ai déjà dit à un copain il y a de nombreuses années que c'était qu'un incapable, par exemple, et qu'il n'était rien d'autre qu'un incapable. Donc, c'est horrible. Mais est-ce qu'au fond de toi, tu pensais pas vraiment qu'il était incapable? Au moment même, oui, mais c'est ce que je pensais, mais dans la vie de tous les jours, non. Enfin, toute personne a quand même des qualités. Oui, c'est ça. Voilà, quoi. Donc, non, mais au moment même, en fait, c'est ça, on perd toute temporalité. Et donc, du coup, au moment même... on rationalise pas forcément les choses. Pas du tout. En fait, l'émotionnel est tellement puissant
Maintenant, moi, du coup, ça va beaucoup mieux, mais l'émotionnel au moment même est tellement, tellement puissant qu'on en oublie la rationalité et on en oublie la temporalité. Et donc, même si la veille, on a passé un super bon moment et que ça arrivera à nouveau, là, au moment même, par exemple, si j'ai pas de complicité avec mon copain et qu'on s'engueule, et que je suis pas attirée par lui, par exemple, au moment T, je vais oublier que hier, j'étais attirée par lui et qu'on s'est dit je t'aime ou que sais-je. Et juste là, à l'instant T, de façon émotionnelle, je vais remettre en question la relation parce que là, à l'instant T, ça ne va pas, quoi. Et c'est très, très, très fort et ça demande beaucoup, beaucoup d'introspection sur soi pour réussir à faire la part des choses, quoi. Mais on va parler un petit peu de comment les besoins spécifiques, les choses qu'on peut mettre en place pour un petit peu gérer ça au quotidien. Je pense que beaucoup de personnes qui... Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont borderline, mais qui sont juste pas au courant, qui ont ce trouble, mais qui l'ont pas forcément diagnostiqué? Oui, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce trouble et que c'est dur, parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué avec ce trouble, c'est que au-delà, il y a des symptômes qui sont très spécifiques comme la dissociation et l'automutilation, ce sont des choses qui sont vraiment extrêmement fortes, mais le reste des symptômes, tout le monde peut être concerné par la peur de l'abandon, tout le monde peut être concerné par des changements d'humeur. Le nombre de fois d'ailleurs où j'explique les symptômes, encore quelqu'un m'a dit il y a pas longtemps « Oh mais ça va, ça c'est pas vraiment un trouble », parce que ils se rendent pas compte en fait de l'intensité. En fait, c'est ça qui fait la différence, c'est l'intensité, quoi. Oui. C'est un petit peu comme quand moi je fais la liste des traits autistiques et que les gens disent tout le monde est un peu autiste. Oui, c'est ça. c'est tellement invalidant, en fait, quand la personne se rend pas compte. Je crois que même elle essaye d'inclure, en fait, en disant « Mais c'est pas si grave ce que tu as, t'inquiète pas, t'es pas vraiment malade. » Mais en fait, non. Toi, tu ne te rends pas compte, en fait, de ce que je vis au quotidien. Oui, ou alors, carrément, dans l'autre situation, la personne est autiste, mais elle est pas au courant, et donc elle pense que « Mais non, mais tout le monde est comme ça, enfin. » Tout le monde regarde par terre quand on parle aux gens, enfin, c'est quoi le souci? Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, les besoins, les choses qu'on peut mettre que tu as mis en place, parce que tu disais que c'est un symptôme dont tu parlais, mais au passé, et d'autres au présent. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place pour faire disparaître, par exemple, les excès de colère, par exemple, le fait de plus désidéaliser une personne complètement? Est-ce que c'est des choses que tu as pu gérer? Alors, n'hésite pas à me couper parce que ça va être très très long, sinon, parce que c'est la partie en plus que je préfère, donc voilà. Je pense que déjà, la première chose, c'est que ça prend énormément de temps. Donc pour qui que ce soit qui m'écouterait, voilà, c'est clairement, il n'y a pas de changement qui se fait comme ça, bam, du jour au lendemain. Ça demande énormément de temps, de patience et de bienveillance envers soi-même. Je pense qu'avant tout, en fait, et pour moi d'ailleurs, le diagnostic, donc ça fait que 1 an que j'ai été diagnostiquée, mais je pense que tout le travail, ça fait 10 ans que je travaille sur moi pour aller mieux, mais le travail, c'est surtout cette dernière année qui s'est fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce diagnostic, ça a été franchement ça a été horrible, parce que ça a été en fait vraiment comprendre que c'est mes comportements qui sont toxiques. Mais donc on rappelle que ton diagnostic est finalement assez récent. Tu dis que ça fait à peu près 1 an. Oui, c'est ça, un peu plus d'1 an, et c'est vraiment ce diagnostic qui pour moi a été très révélateur, de vraiment me dire mais waouh, en fait, chacun a ses comportements toxiques, chacun est responsable de ses émotions, et moi-même, en fait, moi qui avais tendance à beaucoup m'idéaliser quand même, à être un peu narcissique du style moi j'ai compris la vie, l'hygiène de vie c'est hyper important, j'ai compris qu'en fait j'avais des comportements toxiques à crever, notamment dans les relations amoureuses, et que j'avais clairement du travail à faire sur moi. Donc la première chose, je pense que c'est vraiment déjà d'accepter en fait qu'on a des difficultés et qu'on a du travail sur soi à faire, et d'arrêter de rendre responsables les autres, en fait. Et tout ça, tu l'as fait avant ou après le diagnostic? Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin du diagnostic à la base, en fait? Alors, ce qui m'a amené, du coup, c'est que d'abord... Parce qu'on parlait des gens qui le sont, mais qui sont pas du tout au courant, et qui n'ont pas du tout quelqu'un autour d'eux pour leur dire que peut-être ça ressemble un petit peu à un trouble borderline. Ouais, c'est ça. Et c'est pas facile, d'ailleurs, à dire aux gens, je pense que t'es concerné. Enfin, c'est un trouble qui, en plus, est très stigmatisé. Donc, on va en parler, dire ça à quelqu'un, c'est difficile. Donc, pour ma part, j'ai d'abord été... Donc, quand j'ai compris que ça n'allait pas à 18 ans, j'ai directement été voir des médecins et des psys. Donc j'ai compris le mot angoisse à ce moment-là, parce que je connaissais pas le mot angoisse. J'ai quand même été concernée par des crises d'angoisse très très fortes aussi à 18 ans, avec sensation de mort imminente, donc c'était quand même très très fort. Et donc on m'a d'abord diagnostiqué un trouble anxieux généralisé, et on m'a mise sous antidépresseur pendant 1 an et demi. D'accord. Donc ça, c'était au début. Ça, t'as aimé ou c'était bof ou... Je regrette pas, dans le sens où je savais pas faire sans, et que honnêtement, je vivais de façon angoissée en permanence, et je me sentais coincée dans la vie, parce que
entre guillemets, je rêvais de me suicider, mais c'était pas possible parce que j'avais trop peur de ce qui se passait après la mort. Et en même temps, vivre était angoissant parce que je savais qu'un jour j'allais mourir. Donc c'était hyper paradoxal et c'était vraiment difficile. Donc le fait d'avoir les antidépresseurs qui ont diminué mes symptômes était nécessaire, mais ça n'a absolument pas résolu le problème de base. Donc j'aime bien l'idée de voir les antidépresseurs comme une béquille, mais qui ne résout pas le problème de fond et qu'il est important de résoudre le problème de fond, notamment en thérapie. Mais ouais, quand tu dis les médicaments qu'on t'avait donné contre l'anxiété, c'était genre Xanax, tout ça? Non, c'était des antidépresseurs. Antidépresseurs, ouais, pas des anxiolytiques. C'est ça, ouais, ok. Ouais. Donc qui, les premières semaines, ont accentué encore plus mes symptômes, parce que c'est ce qui est connu dans les antidépresseurs, hein. Et ensuite, ils ont permis de les diminuer, mais du coup, j'avais d'autres effets secondaires, comme une perte de la libido, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des mauvais mélanges avec l'alcool, et je buvais quand même beaucoup d'alcool à l'époque. Donc, on va en reparler. Ouais. Donc ouais. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, autant j'ai pas toujours apprécié les rendez-vous que j'avais avec mon psychiatre parce que j'avais l'impression qu'il me donnait les médicaments comme des bonbons. J'avais partagé le fait, par exemple, que j'avais une phobie de l'avion. Il m'avait donné de la benzodiazépine très facilement, que heureusement je n'ai pas prise. Mais ce que j'ai apprécié, c'est quand même qu'il fixe. Je pense que quand on a un trouble, notamment borderline, on a besoin d'un cadre. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on fixe les antidépresseurs, c'est pour 1 an et demi. Et dans 1 an et demi, on en reparle pour les diminuer et les arrêter. Et c'est exactement ce que j'ai fait, quoi. Et le fait d'avoir ça, qui était vraiment fixé, ça m'a fait du bien d'avoir ce cadre déjà. Ouais, mais ce cadre-là, sans pour autant être face à un professionnel de santé qui sait reconnaître le borderline ou qui sait te donner des indications par rapport à ça. Ça, c'est un autre sujet dans le sens où, en effet, à l'époque, j'ai quand même parlé de dissociation parce que j'avais trouvé le terme sur Internet, tout simplement. Et donc, j'ai dit que j'étais concernée par l'automutilation, par la dissociation, donc qui sont des symptômes très spécifiques du trouble borderline. Et on m'a uniquement diagnostiqué un trouble anxieux généralisé. Pour moi, qui dit dissociation dit trauma. Et trauma, il y a le trouble de stress post-traumatique simple ou complexe, il y a le trouble borderline. Mais un trouble anxieux, sans vouloir minimiser ce trouble-là, c'est trop léger par rapport à ce que je pouvais vivre en termes de symptômes, quoi. Il y a plus qu'un trouble anxieux généralisé à partir du moment où je partage des symptômes aussi forts, quoi. Mais je comprends que j'ai vécu cette errance due au fait que les professionnels de la santé n'étaient pas forcément formés, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout le problème. Hein. Et voilà, c'est pas contre eux. Enfin, ils n'ont pas délibérément ne pas voulu me diagnostiquer ou autre, mais c'est vrai que ça a été dur. Et par la suite, en fait, j'ai fait des tests et j'ai su que j'étais haut potentiel et hypersensible. Donc là, je me suis dit qu'ok, ça me permettait de mieux comprendre. Et j'ai continué, en fait, de faire beaucoup d'introspection en lisant beaucoup de livres de développement personnel. Et en fait, je voyais en couple, notamment, que ça n'allait pas, en fait. Je voyais que ça n'allait pas du tout. Et je lisais, du coup, des livres sur les HP et l'amour pour essayer de mieux comprendre, et je ne trouvais rien. Et puis, je suis tombée, en fait, sur le TDAH, et je me suis reconnue dans les symptômes. J'ai fait un diagnostic, et du coup, j'ai été diagnostiquée borderline à la place du TDAH, sans pour autant exclure le TDAH, mais la neuropsychologue et ensuite le psychiatre ont dit que les symptômes qui, en tout cas, étaient le plus présents étaient bien les symptômes du trouble borderline, sans pour autant exclure les symptômes du TDAH. C'est ça le truc, c'est qu'on peut empiler différents diagnostics et que souvent, on a tendance un petit peu à en repérer qu'un seul et puis éventuellement mélanger tout ça dans une grosse soupe et dire oui, tu es HP, voilà, et puis la subtilité, c'est pour les autres. Plus précisément, tu disais, en couple, tu voyais que ça allait toujours pas, donc c'était toujours des histoires de... avec cette colère, gros attachement et puis rejet quand la personne était trop proche. Tout idéalisation, dévalorisation, style d'attachement désorganisé, envie de fusionner et puis finalement je rejette. J'avais tendance vraiment à courir après quelqu'un, en général je veux dire, qui est très fuyant. Et puis quand finalement il baisse sa garde et il me dit mais Fio, je t'aime, c'est bon. Moi je lui disais wow, en fait moi je sais pas trop. Donc je vais partir, ça va. Enfin voilà, j'extrapole, mais enfin tu vois, c'est ce style-là, quoi. Pour info, j'ai été dans la place de l'autre personne qui se faisait courir après, et puis pas trop. C'est pas très. Des deux côtés, voilà. C'est pas top. Donc un petit peu errance diagnostique pendant mais 10 ans, c'est quand même long. Ouais, 10 ans, ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a duré 10 ans? Parce que c'est vrai que j'ai vu des psys pendant 10 ans. J'ai vu plein de psys différents. J'ai testé plein de techniques différentes, d'hypnose, de constellation familiale. Comme je disais, je pense que c'est vraiment le fait que les psys ne sont pas assez formés. Peut-être aussi que est-ce que certains, peut-être, ne se posaient pas la question me concernant, mais qu'ils n'osaient pas le dire par peur de mettre une étiquette.
Pour ma part, moi, l'étiquette, elle m'a fait du bien. Elle m'a permis, comme je disais, de comprendre mes comportements toxiques et de pouvoir travailler là-dessus et de travailler sur ma dépendance affective. Non, moi, je pense que c'était... je me rappelle, par exemple, qu'avec une de mes psys, je lui partageais mes difficultés en couple en disant « mais j'ai des doutes, mais atroces, je doute en permanence toute la journée de si je devrais pas rompre avec l'autre ». En fait, j'étais concernée par le toc du couple, du coup, à ce moment-là, mais j'en avais aucune conscience. Et elle m'avait répondu « oh, mais vous savez, c'est normal, tout le monde a des doutes ». Et d'autres personnes me disaient « oh, mais si tu as des doutes, c'est que ce n'est pas le bon, parce que t'es censé ressentir en permanence de la jouissance ou que sais-je. Ok. » Alors qu'en Donc, fait, non, quoi. Ouais, peut-être des professionnels, des psys qui avaient peut-être juste un petit paragraphe sur le trouble borderline dans leur master et qui se tenaient à un truc très précis. Et en fait, la notion de spectre, la notion d'un petit peu... voilà, on est tous un petit peu différents à ce niveau-là. Je pense, ouais. Et pas tellement comprise. Peut-être aussi que sur le côté, comme mine de rien, on en reparlera après, j'avais une très bonne hygiène de vie. J'étais stable dans le sens où voilà, j'ai un boulot, ce genre de choses. Tu disais que tu buvais énormément d'alcool. Oui, enfin énormément. Tout est énormément. Des montagnes de bière, tu me disais. Mais, j'aime pas la bière en plus. Non, mais c'est vrai que je buvais quand même. J'ai eu une période vraiment vers mes 20 ans où, comme je disais, vivre était vraiment atroce. Et du coup, c'était tous les soirs. D'accord, compensation, quoi. Compensation, ouais. Je sors jusqu'à 6h du mat. Je suis pas bourrée dans un état où je me rappelle pas de la soirée non plus, mais quand même, j'ai quand même des blackouts. Et je bois toute la soirée. Et puis, on est reparti le lendemain. Je dors en journée, quoi. Et puis, on est reparti le lendemain soir. Ok. Donc, quand même. C'est pas la meilleure hygiène de vie, hein. Non, parce que c'est pas tu disais à l'instant que... Non, après, okay, j'avais une très bonne hygiène de vie, quoi. Ok, donc à un moment, spontanément, tu t'es calmé au niveau de l'alcool. Alors là, en l'occurrence, d'ailleurs, je fais 1 an sans alcool. Donc okay. Là, ça fait 6 mois que j'ai pas bu. Sinon, ça fait 3 ans que je fais 1 mois sans alcool, le Dry January. Donc là, évidemment, il y a clairement eu une évolution. Mais sinon, pour moi, je pense que ce qui a vraiment changé la donne, c'est en fait quand j'ai arrêté mes études de pharmacie en 3e année. Ça a été très, très dur pour moi parce que j'ai vu ça comme un échec. Et puis, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie, du coup, sans diplôme. Alors que j'avais quand même reçu une éducation vraiment de... en gros, si t'as pas de diplôme, tu vas finir caissière. En gros, c'était ça que j'ai reçu comme éducation. Et en fait, le fait de... À ce moment-là, mes parents ont dit tu viens nous retrouver à Lyon, là où nous, on habite. Et moi, j'ai dit non, je reste à Bruxelles, quoi. Et je sais pas pourquoi, je voulais rester à Bruxelles. Donc, ils ont dit ok, mais tu te gères financièrement alors. Et en fait, pour moi, ça a été le déclic. J'ai trouvé un boulot en tant que vendeuse dans un magasin de jeux de société. Ok, donc pas tout à fait caissière, mais... Donc, et étant passionnée des jeux. Et en fait, ça a été pour moi le premier déclic de... je crois que c'était ce côté où je me sentais justement considérée et utile. Et j'avais un cadre, donc on comptait sur moi en journée. Et le fait, en fait, d'avoir tout ça, genre, je peux pas sortir jusqu'à 5h du mat, on m'attend le lendemain au boulot, quoi. Et ça a été pour moi la première chose, de devoir me gérer. Je peux pas faire autrement, je dois me gérer. Ça a été vraiment le premier truc où vraiment j'ai l'impression, à remonter, quoi. Et un boulot qui te passionnait en plus, et que tu devais pas faire à contre-cœur en traînant les pieds. Oui, après je suis partie au bout d'1 an et demi parce que t'es quand même borderline, ouais. parce que j'ai besoin de changement tout le temps. Et là je suis en train de rechanger de boulot d'ailleurs, mais j'en parlerai sûrement après. Mais en tout cas, ouais, le fait d'avoir quelque chose, ou en tout cas que ça ait du sens, en fait. Il y a ce besoin. Je sais pas si c'est propre au trouble borderline, mais moi j'ai ce besoin d'avoir de l'impact, d'avoir du sens dans ma vie. C'est propre Génération Z, ça plutôt, non? Peut-être, ouais. Au niveau de... Parce que je sais pas si on a terminé au niveau de ce qu'on met en place pour gérer... On n'a pas du tout terminé. On est qu'au début, là. Oui, ok, pardon. Je t'ai trop interrompu, mais vas-y. Tu peux partir dans ton monologue et je t'écoute. N'hésite pas à me couper, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc du coup, en effet, il y avait déjà le cadre de vie, la structure. Et après, ça a été vraiment... la deuxième chose, ça a été vraiment l'hygiène de vie, quoi. Donc vraiment avoir une bonne hygiène de vie, arrêter de procrastiner, donc faire les choses quand elles doivent être faites, d'une façon très cadrée, très structurée. Quand je pense à quelque chose, je le note pour pas l'oublier, les post-it, ce genre de trucs. Le sport, pour ma part, moi, c'est 5 fois par semaine. La méditation, donc j'ai suivi une formation de pleine conscience et je médite où je fais du bracework ou du yoga ou de ce genre-là tous les jours, pour vraiment apprendre à défusionner de mes pensées. Donc ça a été vraiment des life changers, diminuer, voire arrêter l'alcool, 8 heures de sommeil, bien manger. Tout ça, c'est des trucs, je sais que ça peut paraître con parce qu'entre guillemets, tout le monde en parle. C'est essentiel. C'est hyper essentiel parce qu'en fait, pour ma part en tout cas, si je fais pas tout ça, mon amygdale, elle part en fait. Et je suis prise par ce truc émotionnel. Et en fait, c'est uniquement en ayant une hygiène de vie limite hors pair
que du coup, j'arrive à avoir vraiment cette analyse de mes émotions, quoi. Je sens ce qui se passe en moi grâce à la méditation. Je sais exactement quand est-ce que j'ai envie de pleurer, quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai besoin de dormir, quand est-ce que là, je me sens un petit peu triste, nostalgique. N'importe toutes les émotions, je sais ce qui se passe, je sais quel est mon besoin. Et je peux du coup défusionner en me rappelant que c'est un besoin qui est, par exemple, qui a quelque chose d'émotionnel, mais que pour autant, je dois pas remettre en question ma vie, quoi. Et je vois quand est-ce que je pars dans mes pensées intrusives, et donc je peux défusionner de tout ça, quoi. Et par exemple, on parlait de l'anxiété tout à l'heure ou de l'angoisse. Ouais. Tu vois ça arriver, tu Exact. le sens, mais tu fais quoi du coup? Du coup, donc ma dernière crise d'angoisse réelle, elle date de décembre 2018. Pas mal. Et depuis, j'ai déjà été angoissée, bien sûr, à nouveau, mais je sens l'angoisse arriver et je sais ce que je dois faire, c'est-à-dire, et c'est le plus dur, lâcher prise, accepter qu'elle va arriver, lâcher prise dessus et même limite, souvent, lui parler en lui disant coucou, toi, je te laisse ta place déjà. Je vais pas essayer de t'enfuir là en buvant de l'alcool ou que sais-je. Non, je te laisse ta place. Tu es là pour me dire quelque chose, je t'écoute. Et surtout, si jamais ça devait encore être une crise d'angoisse, c'est OK. D'ailleurs, je sais que ça me rendra plus forte. Donc c'est cool, je vois ça comme une expérience de vie pour en permanence m'aider à gagner en maturité émotionnelle. Et juste, je te laisse ta place et j'attends que ça passe parce que je sais que ça passera et ça passera toujours et que je vais pas en mourir en fait. Et le fait de me rappeler ça, ça change tout, quoi. Donc ça, c'est vraiment vis-à-vis des émotions et de pas se laisser complètement, plus que envahir, mais leur donner le contrôle complet. Voilà, maintenant tu gères un peu plus, tu leur laisses la place, mais tu te laisses pas non plus écraser, envahir complètement. Ouais. Vis-à-vis, par exemple, de la gestion des relations, par exemple avec tes copains, par exemple que tu te trompes, par exemple sur lesquels tu jettes des carottes. Comment est-ce que tu vois tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, le fait que tu veux les gens qui veulent pas forcément de toi, et puis tu les idéalises très fort, et puis finalement, non, en fait, non, tu m'intéresses plus du tout, ou des frustrations énormes par rapport à des différences, par rapport à ce que tu idéalisais, etc. Ça, est-ce que tu as pu progresser à ce niveau-là, ou ça reste compliqué? La première chose que j'ai faite déjà, c'est de vraiment travailler sur ma dépendance affective et du coup de passer du temps seule. Donc là, actuellement, je suis célibataire et du coup, là où avant, je savais pas tenir plus de 2 semaines, là, ça fait genre 7 mois, ce qui pour moi est gigantesque. Et encore, techniquement, ça fait 1 an que je suis célibataire, vraiment plus en couple. Donc, il y avait vraiment ce truc de j'arrête de draguer quelqu'un, j'arrête d'aller sur les applications de rencontres, j'arrête toutes ces bêtises et je prends le temps de m'accueillir, de m'accepter pleinement, de m'aimer, d'avoir des projets. Hyper important, je trouve, d'avoir des projets qui ont du sens pour moi, de vraiment laisser place à toute mon ambition qui est assez gigantesque, de tout ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, en fait, au-delà du couple, où en effet, clairement, le couple, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc ça a été, et c'est toujours en chemin, je suis pas, ça y est, maintenant guérie et tout, non, ça se fait petit à petit. Donc ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, en effet, il va y avoir, je pense que pour moi, ça passe beaucoup par, en fait, la communication non violente, quoi. Donc c'est vraiment le fait de... qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'achètes plus de carottes? Je n'achète plus de carottes. Non, c'est vraiment genre le fait de en fait partager les choses à l'autre en défusionnant, en prenant du recul en fait et en partageant mes besoins. La communication finalement. Ouais. Ouais. Et de pas accuser l'autre en fait et de pas changer. Ça c'est pour moi, je pense que ce dans quoi je suis maintenant et c'est le plus dur, c'est vraiment de m'accepter avec mes failles et mon imperfection. Ça, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Et d'accepter, du coup, l'autre et les autres, les amis aussi, et les proches, la famille, etc., comme ils et elles sont aussi, quoi. Avec leurs imperfections et de voir leurs imperfections, de voir leurs défauts et de pas chercher à vouloir tout modifier pour que ce soit comme moi j'en ai envie, quoi. Ouais. Mais clairement, là, tu montres, je suis pas là pour commenter, mais beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, beaucoup de maturité au niveau de ton ressenti, tes exigences par rapport aux gens qui sont autour de toi. Donc, tu as surtout parlé du fait que tu es célibataire depuis à peu près 1 an. Mais par exemple, pour les amis, tu as aussi encore des difficultés par rapport à ça ou, Oui. La plus grosse difficulté que j'ai, c'est que j'ai besoin de discussions profondes. Okay. Et que du coup, lorsque c'est pas assez profond, c'est compliqué pour moi et donc je m'ennuie en fait en la présence de mes amis. Est-ce que je peux réagir à ce que tu viens de dire? Vas-y. Tu sais ce que je vais dire ou pas? Non. Mais le small talk, c'est un truc que les autistes détestent. Oui. Voilà.
Et après, je crois que les gens qui ont un TDAH aussi, beaucoup de personnes en gros neuroatypiques. Beaucoup de personnes qui ont un TDAH sont aussi autistes, oui. C'est ça que tu veux dire. Quoi, tu penses que c'est vraiment spécifique à l'autisme? Non, parce que je suis sûr qu'on peut trouver des neurotypiques qui trouvent ça chiant. Enfin, voilà, mais c'est quand même très. Enfin voilà. Mais ça va, vas-y, continue. Ouais, c'est pour ça que je me pose des questions aussi sur le trouble autistique, puisque je me suis rendu compte que vraiment, quand quelqu'un me raconte quelque chose et que ce n'est pas stimulant, c'est vraiment ça, j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure de ces dernières années, ça me demande un effort surhumain de rester concentré, ne serait-ce qu'une minute. Je dois utiliser toutes mes ressources, je prends quelque chose dans mes mains pour bouger, mais vraiment c'est très 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 difficile et je donne du mieux de ma personne. Donc, mais ce que tu dis là, c'est peut-être pas forcément spécifique au small talk ou au truc superficiel, mais juste, je sais pas, si je fais un monologue maintenant sur un vieux jeu vidéo des années 80 et que ça t'intéresse pas. Peut-être, oui. Tu vas aussi, voilà. Et ce sera pas du small talk, mais voilà. C'est aussi le manque d'intérêt. Donc là, c'est plus TDAH, du coup. Je te fais ton diagnostic au fur et à mesure du podcast. Parfait, super, je prends des notes. Mais en effet, il y a en gros, quand je m'ennuie, quand je manque d'intérêt et que je m'ennuie, je suis quelqu'un de très rapide aussi, vu que je fais beaucoup de sport, j'ai une très très bonne condition physique et du coup, mes amis n'arrivent pas à me suivre quand je marche. Et en fait, le fait de devoir aller lentement, c'est vraiment difficile plus lentement que pour marcher. Marche. Ouais. Okay. Et en fait, c'est vraiment dur pour moi. Hyperactivité, du coup. Hyperactivité, oui, complètement, quoi. TDAH, oui. Et TDAH. Et du coup, en fait, dans ces moments-là, donc je passe par de l'ennui. Et autant m'ennuyer seule de mon côté, ça va. Mais m'ennuyer avec des gens, là, c'est plus compliqué parce que j'ai des pensées intrusives. Alors, dans ce cas-là, autant méditer, quoi. Mais je peux pas parce que la personne me parle et donc il faut que je l'écoute. Et c'est quoi les pensées intrusives quand tu t'ennuies avec les gens? Du coup, là, ça va devenir, mais pourquoi je suis amie avec cette personne? Et puis ensuite, je vais me dire, Fio, t'es en train de dévaloriser la personne, c'est un des symptômes du trouble borderline. Reviens à l'instant présent. Et puis ensuite, voilà, quoi. Mais donc, vraiment, d'où l'importance d'un diagnostic, quoi. D'arriver à se comprendre soi-même, être en contact avec son propre fonctionnement et d'arriver à voir, ok, c'est ça qui se passe. Je vais peut-être temporiser un petit peu le ressenti, quoi. C'est exactement ça. Et de vraiment me dire, là, j'ai pas passé un super bon moment avec ce ou cet ami, mais c'est aujourd'hui. Ce podcasteur, là, qui arrête pas de me diagnostiquer. Ça va pour le moment. J'étais déjà un peu au courant de cette diagnostic. Oui, je sais. On en a parlé juste avant de lancer l'enregistrement. Je rassure les gens qui nous écoutent. Donc non, c'est encore difficile, mais petit à petit, on va dire que ça va de mieux en mieux, quoi. Ok, cool. On va dire ça comme ça. Et donc, on parlait de nouveau de tout ce qu'on peut mettre en place. Donc, on a parlé de gestion des émotions, gestion des relations amoureuses, amitiés, etc. Ouais, la thérapie, évidemment aussi. Bien sûr, oui. Donc, tu as parlé de la méditation, de trucs plus spécifiques au niveau de la thérapie? Oui. Du coup, il y a vraiment des thérapies qui ont été prouvées de façon scientifique pour fonctionner sur le trouble borderline, dont notamment la TCD, donc la thérapie comportementale et dialectique, qui est un dérivé de la TCC, thérapie comportementale et cognitive. Donc, dans la TCD, qui a été en fait créée par, je vais essayer de pas écorcher le nom, Marshan Linehan, dans les années 80-90, qui est une personne concernée et psychologue, et qui a mis en place en fait cette thérapie qui est axée justement sur la pleine conscience, la tolérance aux émotions fortes, la régulation émotionnelle et la gestion des relations pour apprendre à mieux gérer le trouble au quotidien. Mais il y a d'autres thérapies aussi, comme la thérapie des schémas par exemple, et la thérapie basée sur la mentalisation, que je connais moins. Et également, moi je pratique en ce moment 2 autres thérapies, puisque le trouble borderline est en général, on n'a pas beaucoup parlé encore des causes du trouble borderline, mais il y a souvent, on va en parler. Il y a beaucoup de traumas, et du coup il y a des thérapies comme l'EMDR et la espace somatic experiencing, que moi je pratique en alternance une semaine l'une, une semaine l'autre en ce moment, qui peuvent aider du coup à se libérer de certains traumas, quoi. Ok. Et alors, peut-être vis-à-vis de ce qu'on disait sur la dépersonnalisation, éventuellement la dissociation, éventuellement la paranoïa, là, il y a des trucs qui te viennent en tête Alors oui, du coup, oui. En fait, qui dit dissociation, dit trauma. Ça, c'est vraiment hyper connecté. Et du coup, là, moi, je dissocie beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort ces derniers mois, par rapport à depuis 10 ans quand même. Et donc, tu as commencé ça depuis quelques mois, alors? Ces 2 thérapies, j'ai commencé ces 2 thérapies et également j'ai commencé l'arrêt de l'alcool qui m'a grandement aidé. Je ne suis plus en couple, ça m'a grandement aidé. Et surtout le breathwork, qui est du coup une technique de respiration contrôlée où on a tendance à hyperventiler. Et en fait, moi, ça m'a vraiment changé la vie de faire le breathwork parce que ça m'a permis de petit à petit me sentir de plus en plus en sécurité avec mon corps, en fait. Et du coup, qui dit se sentir plus en sécurité avec son corps, dit du coup de moins en moins de dissociation.
Et donc, je vois vraiment c'est gigantesque par rapport à janvier, là, il y a 5 mois. C'est vraiment, je me sens beaucoup mieux avec moi-même, beaucoup plus en sécurité dans mon corps, quoi. Du coup, c'est ça qui est aussi hyper important quand on est concerné par un trouble borderline, c'est vraiment d'écouter ses besoins et d'écouter son corps aussi, en fait, de vraiment se reconnecter à son corps, quoi, et la pleine conscience. Ok. Est-ce qu'on a terminé sur les trucs à mettre en place pour mieux gérer tous les symptômes? Parce que j'ai envie de parler des causes, mais Ok. sauf s'il y a encore des choses à rajouter. Y a quand même une chose sur laquelle je voudrais revenir. On en a un peu parlé, mais j'ai vraiment envie de mettre un point là-dessus. L'hygiène de vie, je fais ça depuis un certain temps, comme je disais. Le cadre aussi, les deux, et la thérapie, tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien au fur et à mesure du temps. Mais il y avait une chose fondamentale que je faisais pas assez avant, et c'est vraiment l'accueil des émotions. C'est le fait qu'en fait, en tout cas moi, étant concernée par le trouble borderline, je passe vraiment par des laps de temps où je peux me sentir vraiment down et désespérée du coup. Et dans ces moments-là, j'avais tendance à beaucoup me culpabiliser en me disant, mais enfin, pourquoi tu vas mal? T'as tout pour aller bien, t'as ceci, t'as cela dans ta vie. Et en fait, le fait de vraiment accueillir ces émotions et d'accepter qu'il y a des moments où je vais mal, ça fait toute la différence, et de vraiment s'autoriser à pleurer, à extérioriser, à accueillir tout ce qui doit être accueilli. Pour moi, ça a été vraiment un des plus gros life changers de ma vie, quoi. Donc vraiment, pas forcément te dire... non, il faut positiver absolument. Ce que je ressens là, surtout l'effacer. Allez, non, Surtout pas. voir le verre à moitié plein, voilà, etc. Pas du Juste, tout. C'est vraiment accueillir et me dire que ça fait partie de l'expérience et que je sais qu'ensuite, je me sentirai mieux, quoi. Ok. Donc, c'est une meilleure expérience de juste laisser arriver l'énorme tristesse, l'énorme angoisse, la peur, la colère et tout ça, que d'essayer de minimiser, de dire que c'est pas besoin d'être en colère, c'est bon, je peux gérer, je peux rationaliser. Ouais, parce qu'en fait, on a tendance, quand on a une émotion qui arrive, on a vraiment tendance en tant qu'humain à vouloir la mettre de côté et à faire autre chose pour se distraire, ou à boire de l'alcool ou que sais-je. Et parce qu'en fait, on a peur de cette émotion, sauf qu'en fait, elle ne fait que grandir en nous. Un peu comme quelqu'un qui procrastine, quoi. Il va stresser en disant « Ah, il faut que je fasse ça, mais je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. » Et en fait, c'est cette attente qui est beaucoup plus dévastatrice que le moment où on va vraiment faire l'action si on procrastine, ou le moment où on va vraiment accueillir cette émotion. Pour ma part, le moment où je décide d'accueillir cette émotion, il va en effet y avoir un pic où pendant une demi-seconde, ça va être encore plus fort, et très rapidement, ça va redescendre, et je vais me sentir en fait beaucoup mieux, quoi. Et de vraiment prendre ce temps d'accueillir. Chaque fois, c'est la même chose, quoi. Sur le moment, je me dis, ça va être une montagne, et au bout de 5 minutes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et c'est bon, je suis repartie, et je pars courir, ou que sais-je, quoi. Ok. Et donc, tu disais que maintenant, tu as une très bonne hygiène de vie, que tu gères, etc. Donc, la procrastination, je sais que tu faisais juste un parallèle, mais la procrastination, c'est absent de ta vie? Tu arrives à vraiment gérer les choses comme il faut au poil? Franchement, j'ai eu un petit problème de chauffage, là, j'ai procrastiné 2 jours, mais sinon, hormis ça, ouais, vraiment, j'ai vraiment mis en place une organisation vraiment très rigoureuse, en fait, parce que en fait, cette sensation, quand je procrastine, est tellement insupportable que, en fait, je ne veux... Et surtout, ça ne sert à rien. Enfin, c'est juste horrible comme sensation, quoi, de procrastiner, que donc je préfère être rigoureuse, et ça m'aide au quotidien, en fait, de vraiment... Et j'ai appris à accepter que parfois, du coup, je peux paraître peut-être un peu rigide, mais en fait, ça me fait du bien d'avoir ce cadre, même si en parallèle de ça, j'ai besoin aussi que le cadre évolue en permanence, que j'ai besoin de renouveau, et j'ai besoin toujours de sortir de ma zone de confort, mais ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, de toute façon, pour tout, je suis juste un paradoxe. J'ai besoin de calme en même temps. Moi, je dis rien, puis je fais vraiment n'importe quoi. Je t'en prie, on est là pour t'écouter. Ok, mais donc, procrastination, tu dirais que ce serait... Si tu te laissais aller, ce serait une envie que tu pourrais faire ça très naturellement, mais juste, c'est tellement insupportable que t'as plus du tout envie d'en arriver là. Ouais, et puis je crois que, comme pour tout, c'est devenu une habitude, en fait. C'est vraiment devenu une habitude que j'aime bien cette petite règle. Quand t'as un petit truc à faire qui prend moins de 2 minutes, tu le fais directement. Donc, je le fais directement. Et sinon, de le noter dans mes bloc-notes. Et c'est devenu une habitude, en fait, de faire ça. Donc maintenant, même si je me laissais aller, il n'y a pas grand-chose qui se passerait, parce que c'est comme si je me laissais aller, d'office que je ferais quand même du sport, quoi. Je parlais de ça parce que moi, c'est ma vie, en fait. Je passe mon temps à procrastiner, j'arrive pas à passer à l'étape 0. Le truc que tu dis, ça prend 2 minutes, je le fais. Ouais. Oui, ça prend 2 minutes, je peux le faire plus tard. Après, je comprends et je respecte. Il n'y a pas de jugement, évidemment, de ma part par rapport à ça.
Ok. Et donc les causes, tu disais des choses liées éventuellement, enfin souvent à des traumas. Est-ce qu'il y a des certitudes à ce niveau-là? Alors Est-ce non, que... techniquement, il y a... Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, je me fais lécher. Par mon chat. Ouais. Je précise au cas où. Du coup, ouais, donc il y a en effet les gens qui ont le trouble borderline, de ce que j'avais lu dans les dernières stats, mais qui changent un peu d'une revue scientifique à une autre, il y a quand même 70% des gens qui ont été concernés par des traumas. C'est important quand même de rappeler qu'un trauma, c'est pas forcément quelque chose de gigantesque que la personne a pu vivre, donc comme un viol ou une catastrophe naturelle. Ça peut tout à fait être une suite de traumas répétés, et même ça dépend du système nerveux de chacune, donc ça c'est important de le rappeler. Donc en effet, il y a quand même pas mal de gens qui ont le trouble borderline, qui ont vécu des événements traumatiques, vécus comme traumatiques dans l'enfance, mais pas que. D'après les sciences, il y aurait aussi le fait que déjà de base, il pourrait y avoir quelque chose de génétique, et ou quelque chose au niveau de l'amygdale, où en fait il y a déjà une hypersensibilité depuis le plus jeune âge. Et par exemple, quelque chose qui peut complètement intensifier un trouble borderline, ça va être justement un TDAH. Parce que les personnes qui sont concernées par le TDAH, qui est un trouble neurodéveloppemental du coup, eh bien, ils vont avoir tendance... Ça peut arriver qu'on invalide leurs émotions dans l'enfance s'ils n'ont pas été diagnostiqués, parce que du coup on ne comprend pas ce qu'ils ont, et on va peut-être par exemple les comparer à leurs frères et sœurs en disant mais juste fais comme eux, fais comme elles. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va, du coup l'enfant va avoir l'impression que ses émotions sont invalidées et sont pas ok en fait, et du coup plus tard cet enfant va développer un trouble borderline. Peut le développer. Oui, c'est par ça, exemple, oui. Ouais, ok. Mais donc on en revient au fait que plusieurs diagnostics qui s'empilent, qui se recroisent et qui amènent d'autres choses, etc. Mais donc là, tu donnes vraiment un parcours très spécifique avec le TDAH. Par exemple, hein. Ouais. C'est 30%, je Mais tu crois. parlais de toi, en fait. Non, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas été diagnostiquée. Ok, oui, pas encore. Donc tu parlais d'un terrain génétique à la base, plus des chocs qui peuvent être plus ou moins importants, qui déclenchent peut-être des petites reconfigurations au niveau de l'amygdale, Ouais. qui entraînent peut-être une dérégulation des émotions et tout ça à l'âge. Alors déjà, est-ce qu'il y a un âge pour devenir borderline? Est-ce qu'on peut l'être déjà quand on est tout petit ou... Alors tout petit, non, mais en effet là, j'ai suivi une conférence la semaine passée où la psychiatre expliquait que désormais on peut être diagnostiqué à partir de 14 ans, alors qu'avant c'était 18. Donc c'est quand même assez tôt, mais c'est pas non plus en effet... Mais quoique cette psychiatre disait qu'elle se demandait si par la suite le trouble borderline ne serait pas caractérisé comme un trouble neurodéveloppemental. Bah oui, dans ce que tu... Oui, c'est-à-dire que neurodéveloppemental, il y a vraiment l'idée de on est né comme ça. On est né comme ça, ouais, quoi. C'est ça, ouais. Pour le trouble borderline, je pense qu'il y a l'hypersensibilité qui est présente depuis la naissance, et que ensuite tout dépend de à quel point on va nous éduquer dans la famille à accueillir nos émotions, même si elles sont intenses, et ce genre de choses, quoi. Ok. Et donc dans ton cas, est-ce que toi, tu as eu l'opportunité de réfléchir à tout ça? Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans l'explication que tu viens de donner? Moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai quand même été concernée par une peur de l'après-mort. Du coup, où vraiment, j'avais des crises... Enfin, je savais pas encore à l'époque que c'était des crises d'angoisse. Et je pense que je me suis sentie incomprise. Je sais qu'à l'époque, plusieurs personnes ont essayé de m'aider, mais personne ne semblait avoir aussi peur que moi de la mort. Et donc, je me sentais d'autant plus incomprise. Et en fait, cette peur n'a fait que grandir. Et à un moment, je l'ai intériorisée parce que de toute façon, je ne trouvais pas réponse à mes questions, et que c'est un moment ou un autre, ça allait arriver quand même. C'est pas comme une phobie des requins où juste, on ne va pas rencontrer de requins dans sa vie, potentiellement, donc c'est ok. Là, la mort, elle va arriver quoi qu'il arrive. Et donc, j'ai tout intériorisé. Et pour moi, le trouble, il allait apparaître d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça a été cet élément déclencheur avec mon ex, mais s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose. Et pour moi, le trouble, il est fortement relié, quand j'en parle autour de moi, avec du coup cette peur, ou plutôt cette sensation de non-mérite d'exister, d'inconsidération, je ne mérite pas de vivre, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, tu l'as eu par rapport à des choses qu'on a pu te dire, ou bien vraiment... de base, fondamentalement, de ton côté, tu as eu cette réflexion-là, indépendamment des autres? Non, je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Ouais, je pense que j'ai eu une enfance quand même difficile. J'ai subi du harcèlement scolaire. Je me sentais toujours en décalage avec les autres. Ouais, c'est ça. Donc stigmatisé pour une différence à la base. Ouais, j'étais trop rapide. On me disait tout le temps que j'étais trop rapide. En effet, dans le HPI, en termes de rapidité, je suis à 150, je crois. Donc on m'a dit que c'était supérieur à
99,8% des gens. Donc, j'ai toujours senti un décalage au niveau de la rapidité, au niveau des émotions. Dès que je voulais parler, dès que quelqu'un me disait quelque chose qui me blessait et que je voulais répondre, j'avais envie de pleurer. Et donc, j'arrivais pas à répondre parce que j'allais juste pleurer. Et donc, du coup, je prenais sur moi. Et en fait, je me sentais, dans ma sensibilité, je me sentais très, très différente de la plupart des gens. Et ça, je le ressens depuis le plus jeune âge. Et j'ai souvent eu l'impression qu'on m'ait dit que, que j'étais juste une enfant capricieuse et que j'avais des émotions trop fortes et qui n'avaient pas lieu d'être, surtout, quoi. Donc là, pour le coup, c'est vraiment neurodéveloppemental. Ce à quoi on rajoute donc une couche de culpabilisation, de t'es pas comme il faut, etc. Oui. Un petit peu de mal-être. Oui. Et puis, on mélange tout ça et ça fait borderline, quoi. Quelque chose dans potentiellement, mon expérience, potentiellement dans mon expérience personnelle, quelque chose de cet ordre-là. Parce que moi j'ai ça aussi, mais je suis pas borderline. D'ailleurs, j'ai l'impression que toutes les personnes borderline que je croise sont des filles, mais est-ce qu'il y a un peu un ratio à ce niveau-là ou... Alors, il y a un ratio en effet où on dit que c'est plus souvent des femmes, mais après il y a aussi le questionnement de à quel point est-ce que ce sont plutôt des femmes qui font ce travail aussi d'introspection, et du coup c'est plus elles qui se font diagnostiquer. C'est un petit biais statistique. C'est je ça. pense que c'est ce qui est dit dans les recherches scientifiques. Ok. Au niveau de du coup la stigmatisation justement. Donc je t'ai entendu à un moment donné parler de souffrir du trouble, porter le trouble, etc. Et effectivement, dans les interviews qu'on peut trouver de toi en ligne, il y a beaucoup ces phrases-là, en fait, que moi, quand on parle de ça pour l'autisme, je m'énerve rapidement, parce que je trouve ça très stigmatisant, justement, le fait de dire porteur d'un... pas si différent de... T'es un petit monstre, quoi. Tu portes une marque, tu portes un stigmate, t'es pas comme il faut, quoi. Pour être sûr de voir là où tu veux en venir, moi j'aime pas par exemple la phrase je suis borderline, je préfère dire je souffre d'un trouble de la personnalité borderline. Ok, là on est fortement opposés à ce niveau-là. Toi tu dirais juste je suis borderline. Alors, donc, toi tu connais beaucoup mieux le côté borderline et moi je connais beaucoup mieux le côté autisme, TDAH et tout ça. Ouais. Donc moi, je suis fortement du côté je suis TDAH, je suis autiste. Ah, ok. Ah, c'est marrant, c'est intéressant. Ok. Et donc toi tu t'aurais fait la même chose pour le TDAH et pour l'autisme. Du coup, d'ailleurs, je ne dis plus que de quelqu'un qu'il est autistique, mais je dis qu'il souffre d'un trouble autistique ou qu'il est diagnostiqué d'un trouble autistique. Tu vas y aller? Ouais, non. Heureusement qu'il n'y a pas d'objet contendant sur cette table. Mais en fait, pourquoi est-ce que je le formule de cette manière-là? Ok, je t'en prie. Parce que je ne veux pas que la personne, moi compris, je trouve que dire je suis borderline, c'est vraiment étiqueter la personne de borderline. C'est je ne veux pas que la personne soit uniquement son trouble, résumé, en fait. Soit résumée à son trouble. Mais par exemple, si je te dis que t'es française, est-ce que tu te sens résumée au fait d'être française? Mais non, ok, mais être française, c'est le terme. J'ai préparé cet argument, vas-y. Genre, je suis borderline, c'est pas juste borderline, c'est, en l'occurrence, c'est j'ai un trouble de la personnalité borderline. Donc ça, c'est la façon dont toi tu le dis. Ouais. Mais t'aurais pas tendance à dire j'ai une nationalité française. Non. Tu vois, il y a une petite contradiction là, non? Ouais, je réfléchis. Moi, je pense que quand on prend alors c'est bizarre parce que je réponds à ma propre question, mais c'est un podcast, on est là pour discuter. Quand on prend des gants et des pincettes pour dire personne en situation de handicap, personne porteur d'autisme et tout ça, machin, il y a un petit peu un côté, on va pousser le mot au bout de la phrase, on prend des gants parce que le mot est un peu sale, quoi. On n'a pas envie d'insulter la personne en lui disant, en l'associant avec le truc. Donc vraiment, on va insister sur le fait que c'est une construction sociale, c'est une question de situation, machin, tout ça. Mais au fond de tout ça, il y a l'idée que c'est un peu sale, quoi. Moi, je le vois pas comme quelque chose de sale, je le vois comme quelque chose de je ne veux pas que la personne ne soit que ça, quoi. Mais je comprends, j'entends ce que tu dis avec je suis française. Je ne suis pas que autiste, je ne suis pas que belge, et pourtant, tu vois, je ne suis pas que grand. Pour moi, en fait, je crois que c'est une question par rapport au verbe, quoi. Une question sémantique, mais qui pas révèle être, beaucoup de choses, je pense. C'est avoir, quoi. C'est avoir Bien sûr, oui. un trouble et pas être un trouble. Donc c'est ça, en fait. C'est de distinguer la personne d'un attribut. Oui. Et donc, dans certains cas, par exemple, la nationalité, je viens toujours avec ça, mais dans certains cas, tu trouves ça pas du tout un problème d'associer fondamentalement la personne, donc par essence, elle est belge, française. Ouais. Mais par contre, pour un truc neurodéveloppemental avec lequel t'es né avant même d'avoir la nationalité française, si tu te dis, je dois distinguer les deux.
Et encore, c'est différent parce que le trouble borderline n'est pas un trouble neurodéveloppemental. Ouais, c'est là qu'éventuellement il y a peut-être un petit distinguo. C'est tu l'as attrapé à un moment donné, peut-être. Oui, tu vois, oui, j'aime bien cette idée d'attraper, tu vois, Ouais. et de nouveau, j'aime bien aussi cette idée de ce n'est pas une sentence à vie française, c'est une sentence à vie, techniquement. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le fait que ça disparaît petit à petit, enfin, ça s'atténue. Ouais. Ça s'atténue, notamment avec l'âge, d'après les recherches scientifiques. Mais moi, je pense surtout que ça s'atténue parce qu'en fait, on apprend à se connaître. Et qu'à mesure qu'on apprend à se connaître, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. On arrête de faire des conneries en buvant plein d'alcool. Et on s'écoute, en fait. On s'écoute et du coup, on sait plus quels sont nos besoins. Et on est plus mature aussi pour savoir partager nos besoins à autrui et se respecter soi-même, en fait. Et donc, j'aime bien cette idée de dire, je suis concernée par le trouble de la personnalité borderline aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément que je le serai toute ma vie, quoi. Ok. J'ai souvent entendu parler de l'âge de 40 ans comme étant un moment où ça commence à se calmer, etc. On a une idée de à quel point c'est vrai et pourquoi est-ce que ce serait vrai? Honnêtement, j'ai entendu les mêmes choses et pareil, 40 ans aussi. Et honnêtement, c'est pas très clair. J'ai quand même déjà entendu plein de témoignages de personnes qui ont plus de 40 ans et qui ont toujours beaucoup de symptômes, mais qui n'étaient absolument... En fait, moi, je pense que ce qui va surtout faire la différence, c'est le fait de se connaître, quoi. Donc, ce sont des personnes qui, par exemple, ont toujours les symptômes de façon très forte à plus de 40 ans, mais qui ne se connaissent absolument pas ou qui ne connaissent pas le trouble borderline et qui l'apprennent aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs à ces personnes, ce qui leur fait du bien, et là, pour moi, c'est vraiment le mot du podcast, c'est l'espoir, en fait. C'est vraiment l'espoir, c'est le fait de se dire que qu'on passe par des difficultés, mais qu'il y a moyen d'aller mieux, quoi. De ce que j'ai lu dans les recherches scientifiques, avec l'âge de ce que j'avais lu, c'était un trouble qui tend à diminuer, surtout en termes de symptômes dans les actions, c'est ce que j'avais vu. Donc, les comportements suicidaires, les comportements impulsifs, il va y avoir moins d'actions entreprises en rapport avec le trouble borderline. Donc, je pense qu'il y a quand même une diminution, mais sinon, en effet... Peut-être que moi, c'est d'une façon très extrême où je suis vraiment hyper investie en mode genre, parce que j'ai des grandes ambitions dans ma vie, on va dire ça comme ça. Mais je pense que déjà, quelqu'un qui ne serait-ce que va entreprendre d'aller en thérapie, de faire un petit peu attention à ses heures de sommeil et de marcher régulièrement, c'est déjà super en fait. Moi, c'est peut-être très extrême, mais voilà, je pense que déjà, en fait, le moindre petit pas est un pas, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et surtout, en plus, le chemin vers le rétablissement n'est pas linéaire, en fait. Donc, faut pas se dire qu'on évolue en permanence, C'est quoi. ça. Et dans ta bio Instagram, par exemple, tu mets rescapé du trouble de la personnalité borderline. C'est très fort de nouveau. Donc, tu vois vraiment ça avec... finalement, le trouble de la personnalité borderline, c'est l'ennemi, quoi. C'est celui qui a failli te bouffer. Alors... je pense que le trouble... Si on me disait, est-ce que tu peux... Enfin, Fio, si tu veux, on t'enlève, il t'est rien arrivé, tu peux ne jamais avoir eu le trouble borderline, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sûre que je l'enlèverais, tout simplement parce qu'il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris à avoir plus d'empathie envers les gens. Il m'a appris à moi à faire ce chemin introspectif. Et je pense que je serais quelqu'un de beaucoup plus égocentré et superficiel si j'avais pas eu ce trouble, honnêtement. Donc, il m'a appris à avoir beaucoup plus d'humilité aussi. Donc je sais pas si je l'enlèverais, mais par contre je me vois comme une survivante. Moi je me vois comme c'est un miracle que je sois encore en vie. D'accord. Et je le vois vraiment comme je suis, et pas que moi, toutes les personnes qui ont ce trouble, je veux pas dire que je suis mieux que les autres, loin de là, mais je suis, et nous sommes, toutes personnes concernées aussi, des réels battants. Je dis souvent d'ailleurs sur Instagram le mot border battant, border battante, parce que je trouve que ça va bien ensemble, parce que c'est un combat au quotidien. Ouais, c'est vraiment un combat au quotidien, surtout dans les années les plus dures, où mais c'est atroce quoi de passer par ces émotions. J'en ai des frissons, c'est des émotions mais qui sont tellement... Enfin, j'ai vu le avant-après aussi, donc je peux vraiment me rappeler, avant d'avoir le trouble dans ma vie, mes émotions étaient beaucoup moins fortes que ce que j'ai pu ressentir après, où c'est atroce quoi, c'est vraiment... C'est une horreur quoi, c'est une horreur, c'est pas possible. Alors heureusement ça passe, mais c'est dur et ça demande vraiment énormément de courage et de courage de quand même garder espoir en se disant il y a un avenir meilleur quoi. C'est peut-être ça alors la différence principale au niveau de ce qu'on disait, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on a. Là t'en parles vraiment comme étant un combat, une difficulté, tu dis atroce. De manière générale, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autistes qui en parlent comme ça. Oui. Et du coup, je comprends peut-être cette envie d'un peu s'en séparer. Ouais. Et en même temps, tu dis j'aurais pas envie d'avoir vécu sans, donc tu l'inclus quand même très fort dans qui tu es. Ouais, et puis surtout,
En fait, pour moi, comme je te disais, c'est très important pour moi d'avoir un sens dans ma vie et un impact. Et ce que j'ai envie de faire dans ma vie sur du long terme, je sais que ça touche à l'inclusion sociale, à parler, déstigmatiser les troubles mentaux, à prendre ma place, à parler, passer dans des interviews, faire des conférences, faire des formations en rapport avec le bien-être, en rapport avec la santé mentale, en rapport avec les troubles, en rapport avec la neuroatypie. Et tout ça, je le dois à mon trouble. Je ne ferais pas ça si je n'avais pas eu mon trouble. Et donc, d'avoir cette ambition, cette niaque par rapport à tout ça, je l'aurais pas si j'avais pas le trouble. Donc, du coup, dans un sens, je me dis, c'est cool si je peux motiver. Moi, mon but, c'est de motiver les gens aussi qui ont le trouble en leur donnant de l'espoir, en les guidant un peu et en leur disant, battez-vous, il y a vraiment moyen d'aller mieux. Et j'aime bien cette idée d'être un peu comme porte-parole, en fait, de tout ça, quoi. Donc, du coup, si le prix à payer est d'avoir le trouble aussi, je le prends, quoi. Et donc, tu es forcément en contact avec plein d'autres personnes qui sont concernées au niveau du ratio entre les gens qui préfèrent dire « j'ai » et « je suis ». Qu'est-ce que tu observes à ce niveau-là? Ça dépend. Ouais, voilà. Ouais. Il y a des deux. Des fois, je suis un peu trigger quand il y a des gens qui aussi en jouent, qui utilisent beaucoup d'autodérision en disant je suis borderline. Donc ça, c'est assez comique aussi. Genre, j'en parlais avec un abonné il y a pas longtemps qui disait qu'il faisait des trucs de dingue. Ils étaient borderline, ils n'étaient pas borderline. Donc c'est assez comique. Là, ça devient limite un peu une excuse, quoi. Oui, c'est ça. Genre, c'est des carottes sur mon copain, mais bon, je suis borderline. C'est ça, quoi. Tu comprends, j'ai le droit, quoi. Donc non, j'entends un peu, j'entends les deux, quoi. Ok. Et donc, tu parlais de cette envie de faire des conférences, de parler, de t'exprimer, de mener vraiment un projet autour de la neurodiversité. Ouais. Et tu parlais du fait que tu changeais bientôt d'activité. Est-ce que les deux sont liés? Alors, donc déjà, maintenant, je suis devenue indépendante complémentaire avec Border Attitude, le nom de mon compte Instagram, parce que je vends un e-book. Oui. Et que j'aimerais bien faire d'autres choses par la suite. Mais j'ai mis ça un petit peu en stand-by. Pourquoi ? Parce que donc je change de travail la semaine prochaine. Donc je travaillais avant toujours dans le secteur des jeux de société. En gros, de fil en aiguille, j'ai changé 5 fois de bureau dans ma boîte actuelle, enfin où je viens de démissionner là. Je suis passée de acheteuse à marketing, événementiel, design, etc. Et là, je change du coup, et donc je vais rejoindre une société qui propose des formations en rapport avec le bien-être au travail. Voilà. Donc tout ce qui est développement organisationnel et personnel. Et notre plus gros client, justement, ce sont les institutions européennes. Donc il va falloir que je comprenne mieux la politique. Bonne chance. Merci. Et moi, je vais avoir du coup un boulot assez multitasking avec du marketing, de la création de contenu pédagogique. Et idéalement, l'idée, c'est que je devienne formatrice aussi, quoi. Ok, donc avec le Parlement européen, la Commission européenne, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc tu disais le e-book que tu vends, voilà. En plus de ça, donc ton compte Instagram qui est très actif, et ton site web, aussi, voilà, qui est donc borderattitude.fr. Voilà. D'autres choses que tu as envie de mettre en avant vis-à-vis de qu'est-ce que t'as un petit peu ta méthode pour collecter les témoignages, les choses qui t'ont marqué un petit peu dans cette aventure-là? Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant d'ampleur et à ce côté un peu communauté, quoi. En fait, les gens, ça leur fait du bien de se sentir moins seul, quoi. C'est surtout ça qui ressort, de se sentir comprise, de se sentir moins seul. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point ce trouble, ce diagnostic, il m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais tout à fait légitime dans ma différence et que tout le monde l'était aussi, du coup. Et que quand, par exemple, au bout d'une heure de réunion, j'ai besoin de me lever, même si ça c'est pas spécifique au trouble borderline, mais j'ai besoin de me lever parce que j'arrive plus à me concentrer, j'ai le droit en fait à ça. Au même titre que quelqu'un qui, je sais pas moi, a du diabète et a besoin de se faire une piqûre, moi j'ai besoin de ça en fait, et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de partager mon besoin. Il est tout à fait légitime en fait, il est là en fait, et à partir du moment où je le ressens, j'ai le droit. Alors bien sûr, après, c'est aussi important que je m'adapte à la société, hein, je peux pas faire comme j'en ai envie, mais ça doit aller dans les deux sens en fait. Mais donc ça te demande que, par exemple dans un contexte professionnel, tu en parles autour de toi, que tout le monde accepte, que tu assumes d'en parler publiquement, etc. Ouais. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise, ou n'a pas forcément, le courage, mais les épaules pour entamer toute cette démarche-là, quoi. Ouais, et c'est ça que je trouve dommage en fait, et c'est ça que j'ai envie de pouvoir apporter dans ce monde, c'est ce côté où banaliser un petit peu plus la neurodiversité, quoi. Ouais, et que ce soit normalisé en fait, et que c'est ok d'aller méditer toutes les 2 heures ou j'en sais rien, quoi. On va bientôt devoir se quitter. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu aurais envie d'aborder ? Oui, peut-être rajouter au niveau de la stigmatisation, que je sais que dans les témoignages que j'ai reçus, il y a beaucoup de personnes qui me disent que ils et elles n'osent pas parler de leur diagnostic à leurs proches,
ou aux personnes, elles se posent beaucoup de questions, par exemple, face à des nouvelles rencontres. À quel moment est-ce que je parle de mon diagnostic? Parce qu'en fait, ces personnes-là ont peur, et je comprends tout à fait, elles ont peur du regard de l'autre sur le trouble borderline. C'est beaucoup plus facile de dire, je pense, qu'on est autiste ou un TDAH que le trouble borderline. Alors oui, mais c'est aussi très... comment dire, c'est un gros mot, quoi. C'est devenu une insulte, dire, on se traite d'autiste dans la cour de récré, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, mais c'est encore pire, si je puis dire, Ouais. quand le trouble borderline, quoi. C'est vraiment la pire insulte, j'ai l'impression. C'est pire et en même temps, le mot est pas si connu que ça, hein, si t'en as pas entendu parler. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'autiste est beaucoup plus connu, Ouais. mais pour les gens, enfin, le nombre de fois où des gens me disent qu'ils tapent sur Google trouble borderline et qu'est-ce qui apparaît, c'est comment fuir une personne borderline. Ah non, pardon. Mon compte Instagram aussi. Mais sinon, comment fuir une personne borderline. Les borderlines sont tous dangereux et manipulateurs. Ils sont dramatiques et en fait, ils cherchent juste de l'attention. Ok, mais parlons... Enfin oui, déjà, tu sais ce que tu veux dire par rapport à la stigmatisation? Bah que du coup, ça renforce encore plus, en fait, le sentiment de ne pas mériter d'exister et la culpabilité, en fait, parce que les gens qui ont un trouble borderline sont vraiment les émotions les plus présentes. Il y a beaucoup de désespoir souvent, mais il y a aussi beaucoup de honte d'exister et beaucoup de culpabilité, du coup, par rapport à ça. Et le fait qu'en plus, le trouble soit stigmatisé, bah, ça renforce encore plus la culpabilité. Et ça peut même aller au point que certaines personnes ne préfèrent même pas avoir des contacts sociaux pour se préserver, par peur du coup de l'abandon, d'être abandonné, etc. Ok, je pensais que t'allais dire pour préserver les autres en se disant... Et pour préserver les autres, ouais, c'est ça, ouais. Par peur de... Enfin, moi, je sais que j'ai eu un petit peu ça ces derniers mois, où à un moment, je me disais, peut-être que c'est mieux que je reste célibataire toute ma vie pour préserver les autres, quoi. Mais par contre, il n'y a pas que des points négatifs, quoi. Il y a aussi, comme je disais un peu tout à l'heure, la sensibilité. Par exemple, j'ai vu une étude scientifique qui disait que si tu prends une personne qui de base sourit et ensuite tu fais 100 photos jusqu'à ce que la personne soit en colère, donc ça fait 100 photos d'un passage de quelqu'un qui sourit à une personne qui est en colère, et ben la plupart des gens ils vont se rendre compte de cette différence d'émotion à la 70e photo, donc à 70%, alors que les gens qui ont le trouble borderline, ce sera uniquement à la 30e photo. Donc on a vraiment une capacité à pouvoir analyser les émotions des autres. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire à mes amis, t'es sûr que tout va bien, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. La personne me partage en effet, ah mais oui, t'as raison, Fio, en fait ça n'allait pas et je m'en rendais même pas compte, donc je m'en suis rendu compte avant elle, parce que j'ai vu des choses différentes dans son visage, sa manière d'être. Donc on a vraiment une capacité à pouvoir voir les choses et avec une empathie en fait qui est vraiment exacerbée, quoi. Et donc empathie plutôt au niveau des émotions, alors du ressenti de est-ce que la personne est en colère, triste, voilà ça. Oui. C'est une grosse déformation de ma part, mais empathie cognitive par exemple au niveau de si une personne fait un sous-entendu ou qu'une personne fait une blague et que est-ce qu'elle a bien aimé la blague? Est-ce qu'elle a trouvé la blague nulle? Est-ce qu'elle a pas compris la blague, etc. Là, à ce niveau-là, tu dirais que t'es dans la norme? Bah, moi, personnellement, mais là, c'est vraiment très propre à moi. Souvent, je ne comprends pas les sous-entendus. Okay. Donc, après, à voir si c'est pas trouble autistique, mais des fois, je ne comprends pas. Mais sinon, de manière globale, dépendant de la blague, en fait, on peut vraiment avoir tendance à prendre tout personnellement, quoi. Ok. Donc, du coup, il y a vraiment le côté où, au début, moi, je me rends compte, des fois, je manque d'empathie parce qu'en fait, je ne comprends pas la personne et où je vais avoir tendance à le prendre personnellement. Mais si, et maintenant je le fais, j'en parle avec la personne de façon non violente, et que là, la personne m'explique pourquoi est-ce qu'elle a agi de la sorte. Explicité, ouais. Voilà, ben là, du coup, ça me rassure, parce que du coup, je le prends plus personnellement. Et surtout, comme elle m'a expliqué clairement pourquoi elle agissait de cette manière, ben grâce à cela, donc j'ai beaucoup d'empathie, et je comprends les besoins de la personne, et je les respecte. Mais j'ai ce besoin que ce soit dit. Si c'est pas dit, moi, je ne comprends pas, quoi. Mais pour revenir à ce que tu disais à la base sur les recherches Google, où beaucoup de guides pour arriver à supporter les personnes borderline dans sa vie, oui, je sens que ça, je comprends que ça te saoule intensément. Mais malgré ça, j'ai quand même envie de poser une question à ce niveau-là, c'est-à-dire que je te disais que ça faisait écho à des expériences que j'avais pu avoir par le passé. Attends, juste où la personne avait le trouble borderline ou en tout cas le style d'attachement désorganisé? Elle avait été diagnostiquée. Non, pas diagnostiqué, mais en rétrospective, sur tout ce que tu as dit par rapport à l'idéalisation, le fait de... Une fois qu'on se parlait plus, elle me détestait, mais intensément. Oui, des émotions très, très, très intenses pour des trucs très, très cons. Ouais. Il y a pas mal de choses où en rétrospective, je me dis, ah oui, quand même, c'est quand même assez frappant. Mais du coup, voilà, comme tu l'as expliqué plusieurs fois, ça fait des relations
pas forcément très facile, surtout si la personne n'est pas diagnostiquée et qu'elle se gère pas plus que ça. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont pas borderline dans la relation, côté, mais de l'autre côté? Du coup, très très bonne question, merci, parce qu'en effet, c'est un sujet qui est important d'aborder aussi. Et là, je pense que ça demande beaucoup de choses, et c'est clair que vraiment, vraiment, je me doute que ça doit vraiment pas être évident. Je me suis souvent mis à la place de mes ex et je me suis dit, mais putain, ils en ont quand même bien bavé, donc je comprends tout à fait. Je pense que ça demande en fait de fixer des limites, en fait, de mettre un cadre et de fixer des limites et de se connaître en fait soi-même. Et de vraiment, d'un côté, être patient et être bienveillant et de valider les émotions. Ça, c'est super important. Donc, surtout, ne pas dire tu dramatises, tu exagères. Donc, vraiment de valider les émotions en disant ah oui, je comprends. D'être un bon soutien émotionnel, oui, je comprends. Ça doit pas être évident. Je ne peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais en tout cas, je suis là, je suis avec toi. Et donc, vraiment valider la personne, ça va permettre de beaucoup apaiser. Et en même temps, de poser un cadre, quoi. Donc, si la personne qui a un trouble borderline demande sans cesse est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes 50 fois par jour, c'est vraiment poser un cadre en disant tu as le droit de me poser la question 5 fois et c'est 5 fois, quoi. Par exemple, j'en sais rien, mais je donne un exemple. Mais ça fait très, on parle d'un enfant quand il dit ça comme ça. À 3, tu vas au lit, d'accord? Il y a ce besoin de cadre. Enfin, moi, un de mes ex disait souvent que j'ai ce besoin de cadre. C'est pas génial, quoi. Il y a ce besoin quand même. Traiter son partenaire comme un enfant. Non, pas comme un enfant, mais de vraiment poser un cadre et en même temps de faire évoluer ce cadre, quoi. Mais poser un cadre, c'est presque parental comme responsabilité, quoi. Ouais, mais s'il y a pas de cadre posé, moi je me suis rendu compte que j'avais toujours tendance dans le passé à toujours aller voir les limites de la personne, quoi. Donc, je vais chercher quand est-ce qu'elle a la limite, et si la personne pose pas de limite, alors là des fois je peux me sentir étouffée parce que c'est sans fin, quoi. Et donc j'aime bien l'idée que la personne me dise ça ce sont mes limites, Fio. Comme ça tu sais, c'est là, quoi. Donc va pas plus loin que ça. Et au moins je le sais et ça me rassure, c'est sécurisant et ça permet d'apporter une certaine structure. Donc ça, voilà, le cadre, il est là. Et c'est comme ça. Et on peut discuter pour peut-être faire évoluer le cadre, mais ça se fait au fur et à mesure, quoi. Ouais. C'est là, quoi. Ok, donc ça, c'est ton principal conseil pour les personnes qui sont en relation amicale ou romantique avec une. Et puis de connaître évidemment borderline. le trouble aussi, de s'informer sur le trouble, de s'éduquer à ça, d'essayer de comprendre, de conscientiser que c'est un réel problème et pas juste quelqu'un qui a des émotions un petit peu fortes, quoi, il y a un réel handicap visible qui est vraiment présent, donc de pas minimiser une fois de plus les ressentis, d'écouter en fait les besoins de la personne et de l'inciter évidemment à aller en psychothérapie. C'est pas toujours facilement accepté par son partenaire, ça. Non, c'est pour ça que je trouve que je comprends que les gens, d'être en relation, on va dire par exemple amoureuse avec quelqu'un qui a le trouble borderline, ça doit être vraiment difficile. Vraiment, je peux imaginer vraiment ce que j'ai fait endurer, ce qui a pu se passer dans mes ex-relations. Et donc, je pense qu'en effet, ça peut être vraiment difficile. Et qu'en même temps, si la personne concernée décide vraiment d'y mettre du sien pour aller dans l'introspection, pour aller vers un mieux-être, alors là, je pense que les personnes qui ont un trouble borderline peuvent être aussi exceptionnelles, quoi. On est des personnes qui pouvons être passionnées. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je suis vraiment hyper affectueuse, quoi. Je fais beaucoup, beaucoup pour l'autre. Je fais plein de surprises. Je suis hyper à l'écoute. Je suis très intense, quoi, du coup, aussi. Donc, j'amène plein de choses. J'ai l'impression que tu te vends sur ton profil Tinder. Mais non, aussi, je suis sympa, en vrai. J'ai pas que des aspects négatifs, quoi. Enfin, c'est ce que je veux dire, quoi. Oui, j'ai pas compris. Il y a plein de choses positives aussi, quoi. Et je pense que c'est très appréciable pour l'autre que dans les moments où j'idéalise l'autre, à mon avis, il doit se sentir vachement sur un piédestal, quoi, parce que je suis là en train de l'idéaliser et lui dire mais tu es incroyable. C'est pas très sain comme relation, ça. C'est pour ça que là, c'est important de trouver le juste milieu, quoi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est souvent le cas pour les personnes qui ont un trouble borderline d'arriver à trouver le juste milieu? J'ai entendu des témoignages de personnes, en tout cas, qui disaient qu'elles étaient en couple et heureuses. Que c'était pas facile dans la vie de tous les jours. En même temps, quel couple est facile dans la vie de tous les jours? Et surtout que moi, j'aime bien, du coup, alors là, à ce moment-là, c'est comparer ça avec l'alcool, dans le sens où, en fait, le couple, il y a, pour ma part, en tout cas, comment je le vis, c'est qu'il y a une tendance quand même à vouloir fusionner parce que, en fait, j'ai jamais trouvé autre chose que la passion d'aussi fort. Donc, il y a vraiment cette envie de fusionner parce que c'est tellement fort, c'est tellement bon, c'est tellement intense. Ouais, mais elle disparaît après, cette envie. Mais elle disparaît, et du coup, évidemment, l'idée, au même titre que l'alcool, donc là, j'ai fait le choix, par exemple, d'arrêter pendant 1 an,
Mais je pense que l'idée, en fait, c'est de trouver vraiment ce juste milieu. Donc, de boire un verre de temps en temps, comme de passer un moment de temps en temps avec l'autre, enfin régulièrement bien sûr, mais aussi d'avoir ses trucs à soi, ses amis. Et même si c'est moins fort avec les amis, quand je les vois, c'est peut-être pas aussi intense en termes d'émotion, mais de quand même chérir ces moments-là, de quand même chérir les moments seuls. Donc là, tu fais plutôt des conseils pour les personnes directement concernées qui doivent apprendre à peut-être un peu mieux se réguler, etc. Oui. Mais donc, si on imagine une personne, parce que j'en ai connu autour de moi, des gens qui étaient en situation de couple très, très compliquée, avec des mots très forts et des engueulades hyper violentes. Et intuitivement, spontanément, on aurait envie de se dire, il devrait peut-être un peu travailler sur ses émotions, un petit peu mieux se réguler, etc. Ce que tu décrivais, c'était finalement une personne qui a un trouble borderline et qui a appris à mieux se gérer, à mieux gérer ses émotions, et aussi un partenaire ou une partenaire qui sait être là pour son partenaire quand c'est nécessaire, et qui sait gérer le truc, qui est à la hauteur des enjeux. Je pense mais c'est beaucoup, c'est pas facile à trouver. C'est beaucoup de conditions compliquées. Donc dans les situations où on n'arrive pas à cette situation relativement idéale, tu disais conseiller d'aller en psychothérapie. C'est pas toujours facilement accepté. Est-ce que tu conseillerais à une personne qui est en relation avec une personne qui a un trouble borderline, et où on n'arrive pas à se diriger vers tout ça, vers ce scénario très, très mûr et très encadré et très suivi psychologiquement et avec un travail sur les émotions, est-ce que tu leur conseillerais de juste se dire ça va pas marcher, quoi? Alors déjà, je conseillerais jamais ça parce que je trouve ça horrible. Je suis pas à la place. Enfin, chaque relation est différente. Bien sûr, chaque relation est différente. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a ce truc de culpabilité, de se dire mais non, je veux pas la faire culpabiliser pour qui elle est. Je vais me battre un petit peu pour quand même faire marcher le truc et tout ça. Mais il y a un peu un côté on nage à contre-courant, quoi. Je pense qu'il y a une question. Donc, en effet, pour reprendre juste ce que tu disais, en effet, c'est ça. C'est hyper important, idéalement, que le conjoint ou la conjointe de la personne concernée ait une très grande maturité émotionnelle et que cette personne-là soit capable, en fait, d'exprimer clairement ses émotions. Je sais que moi, ce qui m'a beaucoup insécurisé dans mes anciennes relations, c'était de ne pas comprendre la psyché de l'autre. Et plus la personne était honnête et authentique envers moi et me partageait ses émotions, plus expliciter les choses. Plus je me sentais en sécurité. Mais en effet, du coup, quand c'est pas possible, enfin, comme tu dis, c'est un peu peut-être le monde des bisounours, mais c'est possible quand même. C'est beaucoup de conditions rassemblées. C'est beaucoup de conditions, ouais. Et je pense que sinon, moi, je pense, je suis quand même une éternelle optimiste dans la vie. Je pense que tout est possible. Je pense que beaucoup de choses sont vraiment possibles, mais que tout dépend en fait des limites de chacun et de chacune, quoi. Donc ça veut dire que c'est vraiment en permanence se demander. Ok, là où j'en suis, en tant que conjointe de personnes concernées, du coup. Ok, là où j'en suis avec moi-même, qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou pas, et de poser ses limites, en fait. Et si les limites sont dépassées, de toujours, en fait, se revenir à soi et de se dire, à chaque fois, quoi. Moi, en tant que conjointe d'une personne où j'ai l'impression que, par exemple, la personne est concernée par un trouble borderline, mais elle ne veut rien entendre, ou je n'arrive pas à lui en parler, ou quoi que ce soit, je me demande comment je sens dans cette relation. Et je reprends ce cadran un peu émotionnel à chaque fois de me dire où j'en suis et qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou non. En permanence, quoi. Et il n'y a rien de figé, hein, évidemment. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a rien de figé. Et il n'y a que soi-même, en fait, qui peut répondre à cette question, quoi. À quel moment est-ce que je pars d'une relation ou pas, quoi. Très bien. Mais Fiona, c'était super intéressant. On t'a diagnostiqué plusieurs troubles. Mais non, c'était super intéressant. Du coup, j'ai vraiment appris des choses vis-à-vis de notamment... plein de choses, mais le truc du est-ce qu'on a ou est-ce qu'on est, je trouve ça super intéressant parce que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Cool. Et je suis certain qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui ont appris plein de choses au sujet de peut-être des gens dans leur entourage et qui arrivent à comprendre des choses en rétrospective. On l'a dit, encore beaucoup de lacunes au niveau des professionnels de santé, au niveau de la formation. Toi, finalement, ce que tu proposes avec ton compte Instagram et ton site et ton livre, c'est un circuit parallèle pour s'informer soi-même et prendre son initiative vis-à-vis de ces questions-là. C'est plein de choses différentes. Ça va être déjà du soutien émotionnel, le fait de sentir communauté, on se sent moins seul, on se sent compris, comprise, inclus, incluse.
Donc ça, c'est tout le côté émotionnel. Il va y avoir la vulgarisation de contenu aussi, où j'explique de façon un peu plus neurophysiologique les choses, parce que même si je suis pas professionnelle de la santé, j'adore ça. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur mon site, donc un workbook par exemple avec des habitudes pour prendre soin de soi, des témoignages aussi. C'est un e-book que j'ai créé gratuitement avec 70 témoignages de personnes concernées par le trouble qui m'avaient envoyé ça. Donc voilà, donc ça va être du soutien, de la vulgarisation de contenu, des habitudes, des outils concrets pour aller vers un mieux-être. Et ça va être aussi beaucoup d'espoir en fait. Étant une personne concernée, c'est vraiment cette envie de dire c'est pas tous les jours facile, mais il y a moyen d'aller de mieux en mieux quoi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode. Un grand merci à Fiona, c'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses grâce à son histoire. Merci à elle d'avoir partagé son vécu publiquement comme ça, et franchement, grand respect pour le combat qu'elle a dû mener et tout ce qu'elle a réussi à accomplir, c'est très inspirant. Du coup, on lui pardonne son nez bouché et son chat qui miaule en arrière-plan, je pense que vous avez dû l'entendre. On se retrouve très bientôt pour 2 épisodes avant la fin de saison, et puis plein de bonnes surprises à la rentrée. Ciao, ciao, ciao!